Il y a plein de gens qui pensent que pour faire plus de chiffres, par exemple, s'ils fonctionnent en pub, il faut juste augmenter les pubs. Mais en fait, non, parce que vous allez perdre en rentabilité. Je vois beaucoup de personnes, moi, vouloir des gros objectifs et en fait, derrière, ils sont pas prêts à faire les sacrifices. Par contre, la santé a pris une claque. Je faisais plus de sport, c'était dormir, travailler, manger. Forcément, ils n'étaient pas du tout d'accord avec mon choix. Ouais, Ils avaient peur pour moi. Ils se sont dit vraiment que j'étais dans une secte à ce moment-là. Je savais que je voulais faire des choses où j'allais aller beaucoup plus loin, mais j'arrivais pas à pouvoir faire ces choses-là en France. Ton seul objectif, c'est quoi? C'est de faire un maximum de cash avec un levier d'investissement le plus rapide possible, qui est aujourd'hui la crypto. Aujourd'hui, on se dit, ah ouais, vas-y, je vais faire mon business dans 6 mois ou dans un an, je suis là-bas. Mais non. J'ai envoyé un mail à mon alternance comme quoi je décidais de démissionner. Pareil du coup pour mes études. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû dormir dans des bureaux pendant quelques semaines. On va sélectionner une personne parmi tous les commentaires pour pouvoir vous offrir 100 €. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast d'ailleurs qui s'appelle La Smala. Voilà, ça faut le savoir, c'est La Smala. On se retrouve en présence de Thibaut comme d'habitude et une invitée aujourd'hui donc qui est Laura et qui est une entrepreneur, on va dire entrepreneur ou entrepreneuse, on sait plus mais bon, entrepreneur. Et justement aujourd'hui nous allons pas mal évoquer le sujet de l'entrepreneuriat au travers de ce que tu peux faire aujourd'hui, de comment ça s'est passé dès le début. Alors on va parler de beaucoup de choses en rapport avec tes débuts, en ce moment, même nous notre parcours, ton parcours. Et voilà comment va se passer le podcast et puis différentes choses de la vie courante, savoir nos avis sur différents sujets. Puis rigoler un peu. Ouais, je tenais quand même à préciser, c'est première invitée et surtout première femme. Tadadang. Pour exceptionnel. C'est faut lancer le bal, exactement. Ouais. Mais bon, il y en a aussi des femmes qui font l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'en parler pour le coup, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, il faut savoir comment ça se passe. C'est vrai que beaucoup de femmes, je pense, s'intéressent au milieu de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, voir ce que tu fais Ouais, carrément. C'est intéressant. Trop bien. Du coup, comment je me présente? Waouh, j'ai bien préparé. Donc, je suis Laura Godin. Ça fait 4 ans du coup que j'ai une agence spécialisée en tunnel de vente, en système d'acquisition. Et on aide les entrepreneurs à construire un système d'acquisition prédictible et rentable en 90 jours pour leur permettre d'inonder leur agenda, de prospects éduqués, qualifiés, motivés. Je n'ai rien préparé. C'est pareil. Je voulais trop le dire, ce slogan. Non, parce que c'est clairement ce qui te définit à chaque fois, ce slogan-là. C'est incroyable. Après, Laura, moi, ce que je remarque à chaque fois, c'est qu'elle est hyper sérieuse. Ouais. Dans sa façon de parler. Et tu le vois encore ici dans sa présentation. Et justement, ça vient d'où ce slogan-là? C'est quelque chose qui... Il y a une histoire, il y a un truc derrière ou... Ouais, carrément. Mais je l'ai depuis 4 ans. En fait, j'avais pris un mastermind. Il faut savoir que j'ai dépensé énormément d'argent investi. Énormément d'argent dans des formations, dans des accompagnements, mastermind physique, immersion, etc. Et donc, quand j'ai démarré, j'ai investi à un moment dans un mastermind physique. Et donc, on était en brainstorming et il fallait quelque chose qui me représente, que les personnes puissent retenir quelque chose en me voyant et que ce soit hyper clair, qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ce que je fais et qui j'aide à faire quoi. Et donc, il y a cette personne-là qui avait dit éduquer, qualifier et motiver. Ça vient pas de moi. Ok, bon. Et du coup, j'ai trouvé ça incroyable et j'ai pris des notes. Il faut savoir que dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je vous invite à faire pareil. Je prends directement des notes pour pas oublier et ensuite je tourne à ma sauce ce que j'aime bien. Et ça, du coup, je l'ai repris et ensuite j'ai créé tout le reste. Donc, système d'acquisition prédictible et rentable. Ça, en fait, ça vient aussi des mots des personnes qu'on accompagne. Ouais. Parce que forcément, questionnaires. Ouais, parce que forcément, c'est des mots qui leur parlent, que eux-mêmes prononcent et donc on connecte plus facilement avec eux. Ok. Ouais, c'est smart. Et comment tout cela a commencé de ton côté? Déjà qu'est-ce que tu faisais avant de pouvoir entreprendre de ton côté? Alors, j'étais en études supérieures. En fait, j'ai toujours continué mes études en me disant, tant que je suis pas sûre et certaine de trouver quelque chose qui m'inspire vraiment dans mes journées, j'ai pas envie de juste arrêter mes études et je sais pas, trouver un job qui me permette de gagner de l'argent, mais qui me plaise pas plus que ça. Donc, en fait, à chaque fois, je continuais. Donc, j'ai continué jusqu'au master comme ça, en me disant, c'est facile, je continue encore et encore. Okay. Et arrivé au master, en fait, c'était ma dernière année, je me suis demandé qu'est-ce qui m'inspire vraiment, qui je voulais être, et ça faisait pas sens de continuer jusqu'au doctorat. Enfin, bon, au bout d'un moment, j'ai grandi. Le temps avance, il faut prendre une décision.
C'est clair. Et du coup, je me suis vraiment posé cette question, ok, quelle serait la femme qui m'inspirait d'incarner, qui est-ce que je veux incarner et qu'est-ce qu'elle ferait cette femme, elle serait entourée de qui, etc. Et je voulais vraiment, dès le début, une aventure avec entourée de personnes en fait qui m'inspirent. J'ai toujours, depuis que je suis petite, sélectionné énormément les personnes qui m'entouraient et vraiment j'ai jamais été à côté de personnes qui ne m'inspiraient pas. Enfin, je préférais vraiment être toute seule qu'être avec des personnes avec qui on n'a rien à se raconter ou pas les mêmes valeurs ou autres. Et en fait j'avais vraiment ce truc de j'ai envie de créer en fait des personnes qui m'entourent et qui me ressemblent et c'est pour ça que j'ai développé très très vite une équipe et voilà depuis 4 ans. Donc t'as commencé en cours en fait, c'est ça? Ou t'as commencé juste après les cours? Okay. Ouais. Et alors, genre, en fait, tu te disais déjà quand t'étais en cours que ça allait pas spécialement le faire dans le monde du travail, avec qui tu étais? Oui, il y a aussi ça, ouais, parce que j'étais en alternance. Mes années de master, même en licence, j'ai fait ces 3 dernières années-là en alternance dans une grande entreprise. Et c'était hyper intéressant, j'ai été commerciale. Et ensuite, très vite, j'ai vu des choses qu'on pouvait améliorer. J'étais en ingénieur d'affaires, mes études faisaient ça. Et j'ai vu très vite des choses qu'on pouvait améliorer là où j'étais. J'ai été voir du coup c'était quoi? C'était le directeur marketing, donc seule personne qui faisait ça. Et franchement, homme hyper inspirant parce que j'étais jeune à ce moment-là, j'avais même pas 20 ans et je lui ai dit plein de choses qui auraient été intéressantes de pouvoir faire évoluer et il s'est assis, il m'a écouté, il a pris des notes. Alors qu'il y a énormément de personnes qui avec l'ego se seraient dit mais qu'est-ce qu'elle veut quoi Vas-y, retourne au cours. Vraiment. Ok. Et en fait, l'année d'après, à la fin de mon année, il est venu lui-même me voir pour me demander ce que j'allais faire du coup les prochaines années et si je voulais continuer mon alternance, mais dans son pôle à lui. De base, j'étais dans le pôle commercial donc. Et après, il m'a mis dans le pôle marketing. Et j'ai commencé le marketing grâce à lui d'ailleurs. Donc, stylé. Et donc, à partir de ce principe-là, dès que tu as fait ça et dès que tu as vu que, par exemple, la personne prenait des notes, tu t'es dit, moi, je peux faire un truc de mon côté... développer quelque chose, non? Ouais, et puis surtout, en fait, c'était redondant, c'était marrant en soi d'être avec les collègues au bureau, etc. Mais c'est assez redondant, tout le monde parle un petit peu des mêmes choses, rien qui m'inspirait réellement, mais par contre, c'était des personnes avec qui je me suis super bien entendue. Pour le coup, c'était super drôle, on a bien rigolé. Mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. En fait, je voyais vraiment ça comme une bonne planque, c'est-à-dire que c'est confortable de rester là. Tu gagnes ta vie correctement, mais voilà, pas plus que ça, et tu répètes toujours la même routine. Et je pense que ça peut être vraiment la situation désirée de beaucoup de personnes, et et c'est vraiment ok. Du moment qu'on est heureux, il n'y a pas de bon chemin en soi, entrepreneur, pas entrepreneur. Du moment que ça nous rend heureux, c'est parfait. Mais moi, du coup, j'avais envie de vivre autre chose. Et du coup, j'ai commencé à regarder les différentes opportunités sur les réseaux sociaux, les publicités. Et c'est là que j'ai cliqué sur un webinaire sur les tunnels de vente. Incroyable. Directement, incroyable. Et à la fin du webinaire, ils avaient dit le prix. C'était plus de 1 000 €, 1 400, un truc comme ça. Et moi, je gagnais 800 € par mois avec l'alternance. Plus, je m'assumais toute seule déjà, je payais ma voiture, tout ça. Et donc, autant dire que j'avais pas ça du tout sur mon compte. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Et il y a la commerciale qui est devenue une de mes meilleures amies derrière, qui m'a rappelé et qui m'a dit justement, mais Laura, là, Laura de tes rêves, elle ferait quoi? Et c'est vraiment une phrase qui m'a... c'est vraiment une phrase qui m'a pas mal guidée. Du coup, j'ai investi en plusieurs fois. Ok. Et ça a été le déclic, quoi. Ça a été le déclenchement, quoi. Ouais. Le déclencheur. Le vrai déclencheur, ouais. C'est assez rare, je trouve que des personnes commencent à avoir un pourquoi, tu vois, qui est assez solide ou à avoir un déclic qui se fasse à partir des études. Ouais, je trouve. On le voit beaucoup aussi, dans le salariat. Dans le salariat, parce qu'effectivement, tu commences à rentrer dans la vie active, les factures à payer, les horaires, tu vois que ta vie, elle est monotone et tu te dis... Après, je pense qu'au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que tu veux ça pendant encore 40 ans, quoi? Ouais. Et quand quand tu vois tes collègues, le gars qui a 30 ans à côté de toi, 30 ans de plus que toi, et qui est toujours là et juste il a évolué en termes d'échelon, tu fais en vrai de vrai. Mais je trouve que le déclic arrive de plus en plus dans les études. Moi, quand je prospecte des gens, c'est vrai qu'ils me disent qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant, mais j'ai envie de changer de vie en fait, carrément. Alors que le gars il arrive juste en études, tu vois. Donc je sais pas forcément qu'est-ce qui fait que
ce déclencheur arrive aussi tôt, mais... Après, c'est peut-être les réseaux aussi. Ouais. Hein. Ouais, peut-être aussi. Maintenant, Ouais. tu vois, t'as beaucoup plus de pubs, il y a beaucoup plus de monde. Moi, je sais pas si à 19 ans, 20 ans... Bah, je sais plus. Peut-être aussi le fait que, bon, on voit le parcours de nos parents, genre, enfin, qui ont le parcours de nos parents, et on se dit, bon, Ouais, Ouais, 100%. peut-être qu'on veut pas trop ça. peut-être que je veux pas ça, quoi. Ouais. Donc, Et notre génération, quoi. ouais. C'est sûr que... Ouais. Et se dire que finalement, c'est pas si sécurisant que ça. Ouais. Quoi. Quand on regarde tout ce qu'ils ont fait, investi et travaillé en termes de temps, énergie, argent, se déplacer tous les jours, etc., qu'aujourd'hui sont fatigués pour une retraite à quelques centaines d'euros, moi je me dis que la retraite de mes parents... et tu vois, je pense que c'est ça qui fait que la génération de nos parents, je pense qu'elle allait dans le salariat pour la sécurité. Bon, malheureusement, à terme, elle s'est rendue compte que c'était compliqué, quoi. Mais notre génération à nous, maintenant, elle investit plus dans le bien-être, tu vois. Plus dans la liberté, même, je dirais. Et parce qu'on a vu le chemin de nos parents et on s'est dit, bon, peut-être qu'on veut pas ça. Et finalement, la sécurité, on l'a pas vraiment, quoi. Donc, En fait, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est plus trop une sécurité ce qu'ils font maintenant. Enfin, si on reprend le même exemple. Par contre, à leur époque, je pense que c'en était une quand même. Ah oui, tu c'en vois. était une. C'est juste que le monde, il a beaucoup avancé. L'époque Et a que, changé, elle a évolué, vu hein. qu'on a eu un avancement qui est assez dingue, effectivement, c'est plus la meilleure solution, du moins. Ouais, je T'es pense. obligé maintenant soit d'investir en... Enfin, maintenant, t'es obligé d'investir en toi. C'est plus aussi simple que ça. Tu fais des études, t'as ton poste et basta, quoi. Ou tu fais ça, mais t'es obligé d'investir en plus, quoi, en fait. Ok, ouais. Sinon, malheureusement, ça risque d'être compliqué. Ouais. Ok, donc ça a été les débuts. Donc ensuite, t'as commencé réellement en quelle année ? Du coup, il y a 4 ans, on est en 2025, donc 2021. Ok. Ok, ouais. Même un petit peu avant. 2020, Covid, quoi. Ouais, pendant le Covid. Ok. Et donc, ça se résumait à quoi tes journées ? Ah, franchement, je me suis vraiment les personnes me prenaient pour une tarée au début. Extraterrestre. Vraiment. Ouais. Parce que du coup, je venais et en cours et en alternance avec des livres, réfléchissez, devenez riche, des trucs comme ça. Du coup, ils me regardaient un peu bizarre. Ouais, carrément. Pareil, en fait, du coup, comme j'avais investi tout ce que j'avais dans la formation, tous les moments que j'avais, c'était pour apprendre. Parce que bon, t'investis plus que ce que t'as, t'es sacrément engagé quand même. Ouais, c'est sûr. Et du coup, j'ai commencé à me lever assez tôt, donc vers 5h du matin, aller courir, avoir des grosses routines. Comme ça me laisse le temps, en fait, du moment où je me lève jusqu'au moment où je pars pour faire 1 heure de route en voiture pour rejoindre mon lieu d'alternance. En fait, j'ai le temps déjà d'apprendre des choses, lire, regarder la formation, etc. Ensuite, j'ai l'alternance, du coup, je travaille pour eux. Et ensuite, le midi, du coup, je faisais exprès de ne pas manger en même temps. Comme ça me laissait aussi du temps, moi, de mon côté, de pouvoir regarder encore la formation, lire, etc. Et pareil, quand je rentrais chez moi, j'étais vraiment très matrixée par ça. Et ce qui est génial, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai très vite rencontré en ligne 2-3 personnes qui soit se lançaient dans l'e-commerce ou soit une personne du coup qui est mon amie aujourd'hui qui s'est lancée aussi dans les tunnels de vente, media buying, etc. Et donc je me disais bon ça va, je suis pas toute seule à Et du coup c'était un peu ça mon quotidien. Ok. En vrai, mais ça c'est important qu'on en parle parce que je vois beaucoup de personnes moi vouloir des gros objectifs, un certain goal dans leur vie. Et en fait, derrière, ils sont pas prêts à faire les sacrifices ou alors ils les font pas, ils les comprennent pas non plus. Et ils font un petit peu, ils gardent un petit peu leur vie monotone en incluant justement des tâches qu'ils vont faire justement pour atteindre cet objectif. Mais en vrai, ce qu'il faut se dire, c'est que vous devez tout votre temps libre le passer sur cette autre chose qui va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous voulez, quoi. Carrément. C'est hyper important de le comprendre. Enfin, moi, t'as fait des sacrifices de ton côté. Voilà. Ouais. Nous, si on regarde de notre côté, c'est pareil. Hein. C'était un peu la même vie. Hein. Ouais, je t'avoue, à l'époque. Avant d'aller au travail, c'était un peu pareil. Ou même moi, c'était plus le soir quand même. Je me couchais hyper tard et je dormais 5 heures, je crois. Waouh, ouais, toi, tu as fait dans l'autre sens. En facilement 1 an et demi, 2 ans, je crois, j'ai fait ça. Bon, après, tu ralentis. Mais en vrai, ça a servi, tu vois. À la limite des problèmes de santé quand même aussi. Ouais. Mais en vrai, c'est des sacrifices, mais tu les fais, tu sais pourquoi tu les fais. Et surtout, tu as un besoin qui est tellement fort, en fait, que... Ce sont des sacrifices, mais tu t'en rends même pas compte. Ouais, 100%. Et toi, tes journées au début, c'était un peu pareil. Hein. C'est juste que moi, le truc, c'est que je travaillais en 3-8 là, ou en 2-8. Enfin, tu sais, 2 jours le soir, 2 jours le matin, etc. Wow. Du coup, ce qui faisait que
soit je travaillais le soir, donc je travaillais le matin. Si je travaillais le matin, je travaillais le soir sur mon business. Donc, mais pareil, les journées étaient catastrophiques. C'était les nuits, ça se résumait à 5-6 heures de sommeil. Ouais, puis t'avais pas de vacances. Enfin, t'avais pas de vacances. Oui, bien sûr. Pendant les vacances, tu faisais des trucs. Pareil, le week-end, tu t'accordais quand même des moments de répit, mais c'était genre 5 à 10% de ce que tu faisais en tout, quoi. Ouais. Mais après, enfin, je sais pas pour vous, mais je travaillais beaucoup, mais j'ai adoré ça. Ouais. C'était trop bien, c'était ouais, un c'est trop jeu bien, en ouais, fait. ouais, C'est encore un jeu. Ouais. Oui. De ouf. Ouais, c'était un jeu, ouais. Par contre, la santé a en pris une claque, mais, Ouais, Ouais, bah oui. mais je faisais plus de sport. C'était focus que ça, quoi. C'était dormir, travailler, manger. Mais bon. Après, heureusement, il y avait le Covid, ça arrivait un petit peu pendant cette période. Enfin, je sais qu'on avait commencé bien avant, mais ensuite, le Covid a bien aidé, dans le sens où, vu que t'es cloîtré chez toi, t'as pas grand-chose d'autre à faire non plus. C'est vrai que le Covid nous a mis un peu sur le tremplin, je pense, sur la rampe de lancement. En fait, on était déjà lancé, mais le Covid, il nous a... En fait, je pense que le Covid nous a projeté sur comment allait devenir notre vie d'entrepreneur après. Oui. En Vraiment. vrai, on n'a pas été surpris de la suite. Parce que moi, je me rappelle, je travaillais chez McDo, du coup, et le resto était fermé, parce que c'était pas un truc de nécessité, là. Et du coup, pendant 6 mois, j'avais du chômage partiel. Du coup, pendant 6 mois, j'avais pas je connu cette travaillais, chance. quoi. Mais comme quoi, il faut prévoir des sacrifices, hein, et quand vous voulez vraiment atteindre quelque chose, faut y aller à fond, quoi. Moi, je me rappelle même au travail, on me demandait de faire des heures sup, je disais non en fait. Et même, je me rappelle, je faisais pas assez d'heures. J'étais obligé de rattraper mes heures à chaque fin de mois. J'arrivais pas. Donc, ce qui fait, je crois que j'avais pas tout rattrapé d'ailleurs quand je suis parti. Ce qui fait qu'ils m'ont payé moins. Ils m'avaient dit, ouais, on les retire de ton salaire. Je fais, vas-y, j'ai rien à foutre, tu peux y aller. Hein. C'est pas un problème. Et comment vous avez géré vos émotions? Parce que, alors ça, c'est intéressant aussi. En fait, quand on travaille beaucoup, il y a un moment où on a besoin de relâcher ou de se distraire ou d'un truc, en fait, qui compense quand même. Et même si, alors, je suis pas pour le truc de oui, il faut absolument un équilibre, surtout quand on démarre. Pour moi, je suis d'accord avec vous, il faut y aller à fond. Ouais. Et on se trouvera un équilibre après. C'est un luxe d'avoir un équilibre. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est ma perception. Et également, donc on bosse, mais il y a un moment où il y a quand même le cerveau ou le corps qui nous dit, ok, là j'ai besoin d'un truc autre, ou de trouver une balance en fait, mais court terme, mais autrement. Vous gérez ça comment? Vas-y. Moi, le déclic, il a été sur la santé en fait. C'est-à-dire que tellement je travaillais et on travaillait qu'à un moment donné, mon corps il m'a dit stop. Et du coup, c'est là où j'ai découvert que j'avais une sorte de maladie, quoi. C'est une maladie, c'est reconnu comme ça. Mais bon, voilà. Et du coup, je suis passé à l'hôpital. J'avais des complications, quoi. Beaucoup de complications. Du coup, ça m'a créé du repos forcé, quoi. C'est-à-dire que je pouvais plus travailler, j'avais plus la tête à ça, etc. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, ce déclic-là, qui m'a remis dans le droit chemin et qui m'a dit, ok, bon, certes, tu as le travail, tu dois travailler, tu dois atteindre tes objectifs, mais tu dois pas négliger ta santé à travers le sport, le sommeil, etc., l'alimentation. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai repris une hygiène de vie assez correcte. Donc, c'est 2 ans quand même après le début du business, de l'entreprise qu'elle a été créée. Et depuis 2021, du coup, où j'ai repris un rythme, une hygiène de vie normale, quoi. Moi, je pense en vrai de vrai. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu ma blessure à l'épaule qui a été due à des journées assez, je pense, intenses où je dormais que 5 heures et je travaillais ensuite. J'allais à la salle de sport. Et puis, je finissais de manger, il était 22h, 23h et ensuite, je taffais comme un malade jusqu'à 2h du mat'. Donc, ça a pas mal joué, mais ce qui m'a vraiment servi à essayer de me reconcentrer également sur moi, sur mon bien-être, je pense que ça a été un petit peu le manque de résultats en 2022 et le fait que je sois allé à Bali après. Bali est hyper spirituel et en vrai, moi qui était pas du tout spirituel, où je me disais vas-y, ces choses-là c'est du bullshit à mort, j'ai découvert qu'en fait prendre soin de soi un petit peu de cette manière-là, spirituellement parlant et puis prendre des moments pour soi en fait de temps en temps, c'était aussi bénéfique pour bien avancer dans ta vie perso comme pro en fait. Et moi, ça a été un petit peu plus ce déclic-là. Ouais. Où, genre, pareil, on avait rencontré des personnes à Bali très spirituelles, peut-être beaucoup trop spirituelles. Ouais. mais au moins, toi, tu vois, aujourd'hui, tu sais faire la part des choses, en fait. Nous, c'est vrai qu'on a de la chance, en fait, vu qu'on réussit un petit peu dans ce qu'on fait, y a ce côté balance qu'on sait gérer. Et en fait, tu vois, tu prends réellement ce qui est utile dans ce qu'ils vont te dire. Et tu dis, ah oui, c'est vrai qu'en fait, et tu vois, il y a un impact dans ta tête sur ça, et ce qui fait que tu l'inclus en fait dans
dans ta vie, quoi, en fait, tout simplement. Ok, ouais. Je pense que ça, il faut vraiment l'inclure, mais après. Parce qu'au début, si on démarre avec ça, on n'avance pas, quoi. Non. Ah, mais c'est sûr. Donc, c'est sûr. ouais. Mais ceux qui ont des routines à 2 balles là, dès le début, enfin ceux qui n'ont pas commencé, qui sont déjà en train de regarder là sur YouTube, ah ouais d'accord, donc faut que je fasse une douche froide, En fait, machin. je fais ça. Oui, je fais vraiment Non, ça, mais je suis très douée en fait, si tu fais ça au début, tu vas dire, mais en fait, je fais rien. Bah ouais, tu fais rien. C'est vas-y à fond. Bon, t'as une hygiène, je vais pas dire mauvaise, mais qui est un peu moins bien que la normale, mais c'est qu'un temps, quoi. En vrai, ce que tu fais quand même là, ça va t'apporter plus sur du long terme que les mauvaises choses que tu fais à côté. Mais du coup, t'as vu les bénéfices de la douche froide ou... Ah ouais, franchement, Ah ouais. ouais. Parce Ok. que, Ça, en c'est fait, après, tu te dis... Alors déjà, tu te lèves à 5h du matin, tu vas courir, tu prends une douche froide, tu vas pas te recoucher, quoi. Tu te dis, Ouais. bon, je n'ai pas fait tout ça pour rien, Ouais. j'ai des trucs à faire. C'est quand vrai. même. C'est vraiment faux. Il y a ça, et ensuite, en fait, t'as fait un truc qui est quand même inconfortable, et à la fin, t'aimes bien, hein. Franchement, c'est assez sympa. À la fin, Ah moi, ouais j'aimais bien, ouais. Et en fait, la sensation après la douche froide est plutôt cool. Je sais Ok. pas trop comment dire ça. Ouais, sport et douche froide, ou même il y a pas longtemps, je faisais... Ouais, non, c'est ça. Sport et après douche froide. Après, la sensation est super cool parce qu'en fait, quand tu... je vous explique. Je m'emballe. Oui, parce qu'en fait... On va être convaincus, Quand vous faites du sport, votre corps, il devient super, super chaud. Vous avez vraiment chaud. Et quand vous allez du coup à la douche qui est froide, après, ça vous fait... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est génial. La sensation derrière, elle est folle. Vous vous sentez vraiment bien. Je préférais peut-être l'autre. Est-ce que je vous ai convaincu ? Moi, j'aime À tester, ouais. Moi, j'aime bien quand je suis au ski avoir froid et ensuite d'aller dans la piscine qui est chaude. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que Mais, l'eau chaude, ça ouais, te c'est- ramollit. Enfin, vraiment. Ouais, Ah moi, ouais, je prends ouais, des ça, douches le chaudes. matin, C'est de la détente. Ouais, c'est de la détente. C'est de la détente. Je pense Après, que la quand tu vas au douche spa et froide, tout, de toute façon, t'es KO après. Mais c'est Camille aussi qui m'en avait parlé. Elle m'avait dit, ouais, il faut que tu testes et tout, la douche froide. Je fais, ouais, je sais pas. Et tu vois. les bains froids, non? Non, tu fais pas ça? Si, mais j'arrive pas en dessous de... je sais plus. Je crois que c'est en dessous de 10 degrés où ça commence à être Ah, vraiment un froid. peu inconfortable. Ouais. Ok, ouais. Assez inconfortable. Et donc, en vrai, t'es plus productive, t'es. Enfin, je sais pas. Ouais, en fait... Concentrée peut-être. Ce que je fais, c'est que comment je gère mon énergie aujourd'hui pour pas être en... J'aime pas trop le terme burn-out, tout ça, mais enfin En voilà, vrai, pour pas arriver à vraiment être en mode non, j'en ai marre. Mhm. En fait, ce que je fais, c'est que je suis mon énergie, mais je m'assure toujours, j'ai la chance d'avoir une équipe, donc je suis pas dans l'opérationnel. Oui. Je suis pas dans l'opérationnel, et aujourd'hui, là où je dois mettre mon attention, c'est sur prendre des décisions, produire du contenu, vérifier au niveau de la vision que tout le monde a de la clarté, que tout le monde est en train d'avancer correctement, et encore, ça c'est, j'ai un bras droit aussi à ce niveau-là, mais bon, je regarde quand même. Et de temps en temps, par exemple, en ce moment, on fait un gros focus sur la vente parce que c'est un des leviers les plus importants pour aller faire plus de chiffres. Oui. Au lieu de... Il y a plein de gens... C'est un autre sujet, mais il y a plein de gens qui pensent que pour faire plus de chiffres, par exemple, s'ils fonctionnent en pub, il faut juste augmenter les pubs. Mais en fait, non, parce que vous allez perdre en rentabilité. Alors que si vous regardez tous les indicateurs de performance, que vous identifiez le bon levier et que vous vous concentrez là-dessus, vous allez faire beaucoup plus de chiffres et être plus rentable. Donc, par exemple, s'il y a un focus là-dessus, je vais là-dessus. Et ensuite, au niveau du coup de la balance, ce que je fais, c'est que... quand je sens que mon énergie est au top et que tout va pour le mieux pour moi, en fait, je fonce. Je profite de ce moment-là pour me dire, ok, là, c'est la période parfaite pour justement avancer. J'ai de la clarté d'esprit, je suis en pleine forme, etc. C'est le moment. Et ensuite, si je vois que je commence à être fatiguée, là, du coup, je le sens un petit peu à l'avance et je programme. Attention, je programme et je m'assure qu'au niveau de l'équipe, tout soit OK et qu'ils puissent avancer sans moi et que tout soit bon et que j'ai fait le principal. Je programme, du coup, 1 journée de repos, 2 journées de repos, et aussi, je m'impose de faire soit du sport dans ma journée ou soit des marches dehors et je parle beaucoup toute seule à voix haute. Ok. Franchement, oui. Ouais, quand c'est je ouf. marche C'est vrai dehors, que, ouais. enfin, pour le contexte, je marche pas dans la rue. Non, c'est plus, par exemple, j'habite dans un village et donc autour de moi, il y a que des champs et quand je marche, il y a vraiment personne autour. Et en fait, ça me permet de me poser des questions. Ok, qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi je ressens ça ? Est-ce que c'est une croyance qui m'aide par rapport à ce que je veux atteindre ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et je me réponds comme ça, et à la fin, du coup, je me sens mieux parce que j'ai fait tout le cheminement
tout le cheminement et ça me permet de gérer, par exemple, s'il y a quelque chose qui tourne dans ma tête, je le gère comme ça, je l'extériorise en parlant seule à voix haute et en me posant des questions orientées pour essayer de retrouver une perception qui m'arrange davantage ou qui me fasse avancer davantage. Ok. Et tu dis prendre un jour de repos, mais tu arrives vraiment à prendre du repos? Tu te déconnectes complet ou il y a... Ouais. Non, en France ça va, ça dépend où je suis, mais par exemple en France, tous les dimanches, je me fais un brunch et je vais au spa. Voilà, c'est ma dernière routine depuis quelques mois. Oui, c'est pas mal ça. Ouais. Je pense moi je fais pas assez ça. Ouais. Donc c'est vraiment déconnexion totale quoi. Plus de téléphone, réponds pas à l'équipe. Il y a des fois où j'arrive pas parce que j'ai trop de trucs en tête, mais j'arrive plusieurs heures, ouais. Ok. Ouais, ouais, puis tu préviens tes équipes et ouais. Okay. On s'organise. C'est pas bon les gars, aujourd'hui je suis fatiguée. Ciao. Démerdez-vous. Et même en tant que leader d'une entreprise, on est obligé de donner l'exemple. Donc si je fais ça, après ça veut dire que eux vont faire ça aussi. Et puis, ce que tu essayes de faire également, c'est d'avoir un petit peu les mêmes jours dans la semaine. C'est pas comme ça à l'arrache de temps en temps. Ok, je vois. Je sais que par exemple, le lundi, c'est une grosse journée. En général, le mardi matin, je me laisse un peu tranquille. Je fais juste mon appel. J'ai un appel tous les jours avec mon bras droit. Donc, je fais juste cet appel-là qui est le plus important parce que c'est lui après qui va voir l'équipe, machin. Et après, je me laisse un peu plus tranquille. Et je reprends fort, donc soit le mardi après-midi, soit le mercredi, selon l'intensité du lundi. Parce que le lundi, c'est vraiment 8h, 22h, quoi. C'est une grosse journée avec très peu de temps pour manger. Enfin, j'enchaîne tout. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, donc aujourd'hui, t'as beaucoup plus le rôle d'une leaduse maintenant au sein de ton entreprise que de l'opérationnel. Donc effectivement, en fait, pour contextualiser un peu la chose, quand vous commencez, n'importe quel business, vous êtes très très souvent dans l'opérationnel. Ensuite, donc, vous commencez à faire vos premiers chiffres. Et au bout d'un moment, vous souhaitez ce qu'on appelle scaler l'activité, donc aller plus loin. L'humain a tendance à vouloir aller plus loin, ce qui est logique et dans tout concept de la vie. Et pour ça, vous êtes obligé de déléguer. Donc pour ça, vous êtes obligé de vous construire des équipes. Et ce qui fait que ensuite, vous sortez du rôle opérationnel et vous êtes plutôt dans un rôle qui va être du manager. Et ensuite, dans un rôle de beaucoup plus leader à la tête de l'entreprise où après vous allez prendre que des décisions. En fait, c'est vous comment on appelle ça, la boussole qui va diriger l'entreprise. Et ensuite, derrière, vous avez toutes ces personnes qui sont avec vous, votre équipe, cette famille en gros qui va avoir chacun son rôle dans la prise de décision de certaines choses, au sein de chaque pôle, dans l'opérationnel, etc. quoi. Voilà. Donc toi, tes équipes, tu les as depuis combien de temps environ ? Ça dépend lesquelles, mais en moyenne 6 mois, voire plusieurs années. Par exemple, mon bras droit, ça fait quoi ? Ça fait plus de 2 ans qu'on bosse ensemble. Avant, il était mon média buyer et ensuite, du coup, il m'a proposé de devenir mon bras droit. On a mis vraiment au clair, j'ai pris plusieurs appels avec lui de plusieurs heures pour clarifier la vision long terme des deux côtés, nos attentes, ce que je veux ce que j'attends de lui en termes de mission opérationnelle, de prise de décision, stratégie, etc. Ma vision, est-ce que ça colle ? Ce que moi j'aimerais faire et où j'aimerais me retrouver, est-ce qu'on est aligné ? Et après, du coup, on a démarré en tant que bras droit. Donc c'est pas un bras droit, c'est pas un associé, c'est ça ? Non, il y a un pourcentage du chiffre d'affaires, mais officiellement, je suis la seule à la tête de l'entreprise. J'ai pas d'associé. Ouais, donc toi, tu as vraiment commencé absolument toute seule. Au contraire de nous, où nous, on a fait ça directement à deux. Ouais. Ça c'est vrai qu'il y a des... après, ça dépend. Mais toi, aujourd'hui, tu t'as pas le besoin d'avoir un associé, c'est ça ? Même, je comprends pas trop ce truc-là. Et je sais que même ça me convient. Après, elle a un bras droit. Ouais, elle a un bras droit. Ouais, ça va. Je pense que ça l'aide beaucoup aussi. Ouais, ça aide. Elle a réussi à bien négocier. Le bras droit, elle a ta closé. Non, mais je pense que c'est très équilibré pour toute l'équipe. Ouais, c'est bien. Mais en fait, ça, c'est marrant. Je pense que c'est plus... si on regarde les entrepreneurs hommes et les entrepreneurs femmes, il y a beaucoup plus d'hommes qui s'associent parce que c'est vraiment plus le fait de monter un truc. Non, mais c'est génial. Mais c'est en fait, je pense, une vision de l'entrepreneuriat et une direction que vous souhaitez prendre qui est différente et d'autres choses à vivre qui vous inspirent. C'est-à-dire, tu as des exemples ce à quoi tu penses ou pas ? Je pense que tous autour de nous,
quand on pense à tous les entrepreneurs et entrepreneuses femmes, entrepreneurs femmes qu'on connaît, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont associés que de femmes. Les femmes souvent restent à la tête mais ne s'associent pas forcément. Après c'est peut-être biaisé selon les personnes que je connais, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est pas faux non plus. C'est pas faux, ouais. Ouais, J'ai pas remarqué ça, mais maintenant que tu le fais, ouais. Maintenant que tu dis, c'est vrai que. Je sais pas pourquoi, ouais. Ouais, je sais pas, c'est Nous, bizarre. ouais. Par contre, alors, ça veut pas dire que au sein de mon entreprise, je suis comment dire, j'écoute tout le monde, quoi. Je vais écouter toutes les personnes de mon entreprise, peu importe le rôle qu'elles ont, parce que je trouve que tous les avis sont importants et ils sont tous très intelligents et experts dans leur domaine, donc je les écoute vraiment avec beaucoup d'attention et après je prends les décisions. Et je pense que j'aurais pas pu justement m'associer parce que j'ai tellement de la clarté sur là où je veux aller que je sais exactement ce que je veux pas, je sais exactement quelle décision prendre, ou si j'ai un doute, je demande à mon bras droit ce qu'il en pense, on parle ensemble et après du coup on prend une décision, ou alors je prends une décision à la limite commune avec des experts de mon entreprise selon les pôles, mais ouais, je ressens pas trop ce besoin je ressens ce besoin d'être soutenue et c'est pour ça que j'ai mon bras droit, mais je ressens pas ce besoin d'avoir un associé. Je vois pas ce qu'on pourrait s'apporter, parce que si on s'associe c'est pour s'apporter quelque chose. Oui, voilà, c'est une association, c'est pour enfin, nous on le savait pas, nous on l'a pas fait dans ce concept-là d'ailleurs avant, on était totalement, enfin toutes ces notions nous étaient inconnues auparavant. Mais je pense que oui, maintenant, si on a besoin, par exemple, nous là chez Genesis, imaginons une troisième personne, c'est parce qu'on va vouloir, je sais pas, imaginons on développe un SaaS, bah forcément derrière tout ce qui est programmation de l'app, toutes ces choses-là, enfin, on va pas savoir le faire. Et là, t'es obligé un petit peu soit de donner des parts à la personne qui va gérer tout ça, tout ce concept, ou alors de l'embaucher en tant que salarié, mais tu le payes vraiment très bien pour le coup là. Faut en général un truc en échange, soit une compétence que l'autre n'a pas qui nous complète, ou alors une ressource financière par exemple qu'on n'a pas. Et là oui c'est pertinent, ouais. Après dans le cas de la ressource financière, ça je trouve c'est pas trop... sur du long terme, c'est pas dingue. Associé, non, mais donner des parts, oui. Oui. Ça, parce que bon, tu vas pas... Bah, au bout d'un moment, t'es obligé. Enfin, en fait, ça dépend où tu veux aller. Si t'as envie d'aller hyper loin et t'as besoin de fonds. Oui, là, dans ce cadre, c'est intéressant. Oui. Ouais, ça dépend de la vision, c'est sûr. Après, t'as différents types de business également. T'as nos business un petit peu où c'est un peu plus fondé sur du cash, je pense. C'est des machines à cash, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'investissement au préalable pour faire de l'argent, c'est-à-dire on le fait à partir de... tu commences à zéro. Hein. Oui, en vrai, je pense qu'on a tous commencé de zéro. Hein. Et par contre, tu as des business où là, tu es obligé d'investir du cash au préalable pour peut-être développer des choses qui coûtent vachement d'argent, et ce qui fait que là, tu as besoin d'avoir des... Je sais pas si on peut dire des associés, mais des personnes qui vont avoir pris partie de l'entreprise, quoi, en fait. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Ok, donc aujourd'hui, t'en es à là, donc t'as tes équipes. Combien déjà dans l'équipe ? 8 à peu près, ouais. 8, ok. Et donc t'as quoi comme objectif déjà ? Enfin, qu'est-ce que t'as pu atteindre comme... Là, on est approximativement à 500 000 par an, et la vision, c'est d'aller chercher 1 million à 3 millions par an. D'accord, donc ça, c'est 2025, ça ? Ouais. Ok, et tu souhaites le faire avec la même équipe ou plus ? Enfin, Je pense que là, on est bien en termes d'équipe. Faut juste que... Je veux juste pas faire les choses n'importe comment. C'est-à-dire qu'en soi, on pourrait déjà, là, le mois prochain, faire plus de 100 000 par mois et quelques. Enfin, j'ai juste à augmenter le budget ads. Mais en fait, ça va pas être rentable, et au long terme, si on fait pas les trucs correctement et de façon smooth, ça va impacter... en fait, ça va impacter tous les pôles d'un coup, et après, ça va être embêtant à gérer. Donc moi, j'ai vraiment la vision de plus... d'abord, j'optimise mon système d'acquisition pour qu'il soit rentable au maximum, donc c'est-à-dire que je regarde comment on peut optimiser en termes de taux de closing qui est le plus gros palier, ensuite nombre de rendez-vous, ensuite taux d'opt-in, et enfin voilà, donc on regarde de la fin et après on optimise tout le système. Ensuite, comment on peut faire pour que on maintienne le haut niveau de satisfaction. Là actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des questionnaires à tous nos clients une fois par mois pour qu'on puisse savoir comment ils nous évaluent, est-ce qu'ils nous recommanderaient, quelles sont leurs problématiques actuelles.
Qu'est-ce qu'ils ont pu atteindre ce mois-ci grâce à Tremplin Athéna qui est notre accompagnement. Et là actuellement on a un super score, donc je veux maintenir ça et je veux écouter ce que les personnes nous disent pour qu'on puisse vraiment délivrer quelque chose de hyper qualitatif et ensuite augmenter. Donc d'abord rendre le système encore plus rentable, ensuite faire en sorte de avoir la structure assez solide pour maintenir un haut niveau de satisfaction et après on augmente les budgets ads et on investira encore plus dans de la visibilité. Parce qu'après c'est combien de personnes tu fais rentrer dans ton système. Ouais, c'est ça, c'est le nombre de... Et c'est quoi ta répartition ads organiques aujourd'hui ? Là actuellement on a approximativement 80% du CA qui vient des ads et 20% qui vient de SDR. SDR, on peut l'appeler aussi setters, c'est des personnes qui vont prospecter pour vous, pour votre entreprise, à froid. Donc des personnes qui ne vous connaissent pas. Et au début de ton business, c'est beaucoup plus organique que publicité, 100%. je pense. Ouais, 100%. Ouais, bah, tu vois. Ça vient après le paiement, de toute façon. C'est un peu Ceux qui commencent avec des ads, ils se tirent une balle dans le pied direct, hein. Clairement. Après, il y en a qui arrivent à démarrer des business avec des ads, hein, mais il y en a très peu, je pense. Mais après, le problème, c'est que tu as toujours ce souci de communauté. Enfin, tu n'as pas de communauté ou d'audience derrière. En fait, je pense que ça dépend s'ils sont short ou pas en termes de trésor. C'est-à-dire que s'ils commencent avec des ads, mais qui sont bien accompagnés, donc ils savent exactement ce qu'il faut mettre en place, ils savent comment analyser leur système, l'optimiser, et qu'ils se disent, OK, j'ai minimum 500 à 1000 euros à perdre pour tester l'efficacité de mon système, donc c'est uniquement pour récupérer de la data. Là, je parle sur un système VSL. Pour les autres systèmes, ça fonctionne peut-être différemment, mais pour un système VSL, donc pour expliquer un peu ce que c'est un système où on va orienter du trafic sur une première page pour récupérer les coordonnées, donc nom, prénom, numéro de téléphone, mail. Ensuite, vidéo éducative qui oriente vers un appel. Donc ça, c'est un système VSL. Et donc, pour ce système-là, avec 500 à 1000 euros, vous pouvez voir directement s'il est performant, à quel point il est performant et savoir ce que vous pouvez optimiser dans le système. Et donc, ça peut être intéressant de pouvoir avoir... Enfin, déjà, vous aurez également vos premiers appels pour les offres high ticket. Et donc, vous pourrez vous faire de la trésor grâce à ce système, l'optimiser grâce aux data et faire en sorte qu'ils soient encore plus rentables. Comme ça, vous avez une acquisition prédictible plus rapidement. Parce qu'en fait, si on reste sur de la prospection, on s'épuise. C'est pas tenable. Prospection bouche à oreille, c'est pas prédictible, c'est pas assez fatigant, quoi. Ouais, et puis ça change un petit peu, ça varie à chaque fois, de mois en mois. Enfin, il y a... D'ailleurs, j'avais une question par rapport au système d'acquisition. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des nouveautés à chaque fois ? Tu vois, tous les ans, on voit, il y a un nouveau système d'acquisition. Challenge, maintenant c'est la VSL. Qui est super performant par rapport à l'ancien et tout ça. T'en penses quoi, toi ? En soi, je pense que tous les systèmes peuvent être performants et que c'est pas réellement une question de système ou de stratégie, ou en tout cas, on surestime l'impact de la stratégie dans les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Je pense que ce qui va être le plus important et ce qui va représenter peut-être... 90% des résultats, je sais pas, j'abuse peut-être, mais c'est la clarté sur le positionnement, sur à qui vous vous adressez, qui vous aidez à faire quoi et à quel point votre message résonne avec votre audience selon aussi l'état d'avancée du marché. C'est-à-dire que si vous avez la même promesse, si il y a beaucoup d'offreurs et que vous avez la même promesse que tous les offreurs, vous serez moins efficace, vous aurez moins de résultats. Donc en fait, quand vous comprenez ça et que vous avez de la clarté là-dessus, après vous pouvez mettre la stratégie que vous voulez derrière, si elle est bien organisée et si elle est bien organisée opérationnellement, etc., et que vous n'avez pas fait de bêtises dessus, normalement c'est censé marcher, quoi. Mais le plus important, ça va être le message, à quel point votre message match avec les personnes que vous visez et faire rencontrer du coup ces deux éléments-là. C'est le plus important. Et surtout, quand on démarre, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut juste passer à l'action avec un système d'acquisition hyper simple, le plus simple possible, et après rajouter de la complexité. Parce qu'en fait, sinon, on ne s'en sort pas. Et surtout, si, par exemple, ce n'est pas le métier de base de l'entrepreneur, l'acquisition, les systèmes d'acquisition, en fait, il se retrouve vite avec une machine qui comprend pas, qui sait plus optimiser et il sait plus quoi faire de ça. Alors que si juste il se focalise sur OK, à qui je m'adresse, quel serait le message le plus impactant ou les messages que je peux tester pour trouver le bon et qui pourrait matcher avec ma cible et le trafic du coup que j'amène sur mon système. Après, il met un système hyper simple en place, il lance, il regarde la data, il optimise. Voilà. Et après, il complexifiera. Il y a plein de trucs pour optimiser, lead scoring, machin, mais ça vient vraiment après, quoi. Après, Déjà, faut que tu... Mais justement, par rapport au message, je trouve pas qu'il y a aussi des cyclicités qui sont mises en place. Tu vois, par exemple, nous, je prends dans notre niche, donc les marchés financiers,
Je vois typiquement, il y a encore l'année dernière, c'était beaucoup liberté financière, tu vois. Genre, venez, on va vous donner la liberté financière en X temps. Après, il y a eu, je vais vous apprendre à apprendre X compétences en 90 jours. Et tu vois, c'est un système de cycle, je trouve, qui est mis en place sur ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup vu que, Ouais, 100%. Ouais. Il y en a 5. Je vous invite à vous renseigner pour ceux qui nous regardent et qui ont une activité en ligne. Vous pouvez taper du coup les niveaux de sophistication du marché. Et en fait, selon le niveau d'exposition que votre cible a avec votre promesse ou votre marché ou les différentes promesses du marché, forcément, elle va devenir de plus en plus consciente et de plus en plus méfiante aussi. Okay, et donc, pour ça, il va falloir qu'on sophistique de plus en plus la promesse principale ou le message principal. Et en fait, effectivement, ça fait un cercle. Ça s'épuise, en fait. Ça s'épuise, mais surtout, ça se renouvelle. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste que, après, ton message que t'as passé il y a peut-être 2 ans, tu peux peut-être le réutiliser parce que... Potentiellement, ouais, voilà. Après, c'est ce que tu disais, ça dépend du niveau de conscience de ton avatar, de ta cible. Ça, j'y avais pas pensé, clairement. À ce niveau de conscience. Ouais. Aujourd'hui, on voit, de toute façon, sur les réseaux, tu fais un constat très simple. Tout ce qui va être en lien avec la liberté financière, c'est décrit directement par une arnaque. Nous, on pas fait... forcément arnaque, mais juste le niveau de conscience est beaucoup plus élevé et il y a moins de chances que ça marche, quoi. Alors que si tu délivres de la valeur et que tu es dans un process où tu... Je sais pas, c'est ne serait-ce que tu vois une solution qui fonctionne, en fait, sans forcément surjouer, tu vois, le truc. Je pense que en ce moment, en tout cas, c'est ce qui est mis en avant. T'attires ce que tu délivres également, faut pas oublier. Donc, si t'es pas aligné avec ce que tu dis de ton côté, enfin, si au bout d'un moment t'es plus aligné avec ce que tu dis, ça va se ressentir au niveau de tes procès, parce qu'effectivement, ils ont un niveau de conscience qui est comme le tien. Donc, il faut pas raconter n'importe quoi. Parce que nous, en 2024, on avait changé justement ce message. Un petit peu, on avait fait un accompagnement et je sais pas, on a suivi un peu bêtement une idée qui a été délivrée dans l'accompagnement. On avait changé ça en liberté financière, alors que jamais depuis le début de ce qu'on avait fait de notre côté, on avait parlé de liberté financière parce qu'on savait que c'est du bullshit. Donc c'est-à-dire qu'on s'était construit une audience, une communauté en organique et même ailleurs en trafic payant qui avait un bon niveau de conscience. Ce qui fait que le jour où on a parlé de ça, on a vu la différence. On a vu la différence et on s'est dit, on a peut-être fait une connerie. Et regardez quels sont les mots qui résonnent le plus avec les personnes que vous voulez attirer. Ouais, dans les questionnaires par exemple, Ou même quand au tout début vous définissez votre persona. Donc persona, c'est la personne que ce serait votre client idéal, par exemple. L'idée, c'est que vous puissiez vous dire, ok, si je veux attirer cette personne-là, quels sont les mots qui résonnent avec cette personne-là et qu'est-ce qu'elle voit aussi sur mon marché actuellement qu'elle peut associer peut-être à quelque chose de négatif ou alors un message qui a un plus haut niveau de méfiance. Parce qu'effectivement, en fait, liberté financière, c'est ça, c'est un plus haut niveau de méfiance parce que maintenant, c'était beaucoup utilisé sur notamment la partie MLM ou autre. Et donc, c'est très relié ou très connoté à cette image-là. Ouais, complètement. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, tout autre sujet, mais t'as investi du coup de ton côté ou... J'investis que en ads parce que c'est la chose. Et oui, parce que c'est la seule chose que je maîtrise et que je connais. Donc, en vrai, elle est vachement. Enfin, si y a un truc également que je souligne chez Laura et que j'ai toujours remarqué moi depuis toutes les fois où on s'est vu, c'est qu'elle est hyper sérieuse, elle est hyper concentrée sur ce qu'elle fait en fait. Elle est pas là en train de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où t'as pas le temps de t'intéresser à un domaine, t'y vas pas quoi. Ouais, sans problème. Et même, je veux que. Ouais. Et je veux aller jusqu'au bout avec là ce que je fais. Okay. Et après, je créerai d'autres entreprises, etc. Mais d'abord, j'ai ma vision avec ça. C'est-à-dire pas de crypto-monnaie, bourse pas tout de suite. Okay. Même pas immobilier, tu vois, rien du tout. En vrai, même nous, tu vois, quand on nous parle d'immobilier, on nous dit, ouais, les gars, vous savez, vous pouvez le faire, vous avez de l'argent et tout. Mais ouais, mais j'ai pas la tête là à ça, tu vois. Même si quelqu'un vient me voir pour 100%, enfin, en mode délégué, je sais pas, je le sens pas quand même. C'est pas une envie, en fait, tu vois. T'es pas impliqué, quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, c'est pas... Moi, j'aime bien prendre les choses quand il y a une émotion qui est vraiment à fond là-dedans. Enfin, je sais pas. 100%. Et c'est pareil pour les systèmes d'acquisition. Il faut aussi prendre en compte que ce soit n'importe quoi. Là, je prends ça aussi parce que je le vois beaucoup. Il y a des personnes qui, en fait,
voient tellement de choses sur les réseaux, vous en parlez tout à l'heure, que ce soit les webinaires, faire des challenges, ils savent plus quoi faire. Créer une communauté sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Prospecter avec Wallaxy, LinkedIn, machin, ils savent plus. Et en fait, du coup, ils testent un petit peu partout. Et il faut prendre en compte que les ressources sont limitées, toutes nos ressources sont limitées, que ce soit temps, énergie et argent. Et en fait, l'argent, le temps, l'attention que vous allez mettre dans quelque chose, si vous le divisez, vous allez en fait avancer, vous allez diviser également votre avancée dans les différentes choses. Vous pouvez pas d'un coup faire exploser un truc par chance. Il y a très peu de chances que ça arrive, quoi. Si vous mettez des pièces partout. Et donc, l'idée, c'est de vous concentrer juste... En fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Le marketing et faire, je pense, de l'argent en ligne, faire des ventes en ligne, c'est pas si compliqué que ça. C'est très simple, sauf qu'on a tout complexifié avec toutes les promesses, tout ce qu'on voit partout. Et il y a trop d'informations pour tout le monde. Donc, juste, les personnes sont perdues. Mais s'ils se concentrent sur, OK, qu'est-ce qu'une vente finalement ? C'est pouvoir permettre à une personne qui a un besoin de pouvoir atteindre son objectif grâce à ce qu'on propose. La solution, Et donc, comment est-ce que je peux faire pour attirer cette personne ? Qui est-ce que je veux attirer précisément ? Et quel est le chemin le plus simple et le plus rapide pour pouvoir atteindre cette personne ? Et comme ça, on met nos ressources sur un truc, on avance rapidement sur ce truc-là, on évalue avec la data, sinon ça sert à rien, sinon on ne peut pas avancer. Et avec la data, du coup, on optimise jusqu'à temps d'obtenir un résultat. Et après, si vraiment ça marche pas, alors qu'on a tout fait avec un système simple, là, dans ce cas... Même, je pense qu'il faudrait même pas changer de système. Il faudrait juste se poser la question de c'est quoi le... Qu'est-ce qui fonctionne pas dans les KPI, dans les trucs comme ça, qu'est-ce qui fonctionne pas dans chaque étape du process. Et je pense que c'est pareil pour l'investissement. Hein. Oui, c'est pareil. Le fait de se diversifier, etc., c'est pas une bonne chose. Au début... nous, dans l'investissement, c'est un peu similaire, mais la façon de penser est un peu autre. C'est-à-dire que, de toute façon, quand on commence l'investissement, généralement, on n'a pas 50 000 euros, 100 000 euros à investir. Donc, c'est-à-dire que la moyenne de nos clients, en tout cas, c'est compris entre 5 et 10 000, quoi. Et de toute façon, à ces personnes-là, ce qu'on leur recommande, c'est... De toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas un capital pour diversifier ton capital. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tu peux pas aller en bourse, tu peux pas faire 10% par an, c'est pas possible. Tu peux faire des dividendes. Tu peux faire de l'immobilier, mais c'est trop compliqué. C'est de l'apport, c'est beaucoup de charge mentale, etc. Beaucoup d'autres choses. Donc, ton seul objectif, c'est quoi ? C'est de faire un maximum de cash avec un levier d'investissement le plus rapide possible, qui est aujourd'hui la crypto. Et une fois que tu as atteint 5-6 chiffres, minimum 100 000, moi, je recommande minimum 500, mais bon, après, voilà. Tu commences à diversifier à droite à gauche. Tu commences à mettre des œufs dans la bourse. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu veux créer, devenir business angel ou j'en sais rien, tu vois, ou investir dans l'equity. Mais pas commencer à prendre tes 5 000 euros, puis à mettre 1 000 euros en bourse, 1 000 euros en immo, 1 000 euros dans le trading, 1 000 euros machin, parce que finalement, tu vas te diversifier, tu vas te déparpiller surtout, et puis tous tes domaines d'investissement, au final, comme tu n'as pas forcément beaucoup de temps d'y consacrer, ils vont tous te casser la gueule et au final, tu n'auras plus rien. C'est en faisant tout que tu fais rien, faut pas oublier. Et puis, c'est un peu la même chose, tu vois, dans ce qu'on propose aux personnes, chez nous, avec l'investissement. C'est en gros, on leur propose une stratégie d'investissement qui est fonctionnelle. On leur demande pas, parce qu'en crypto-monnaie, tu peux faire plein de trucs. Tu peux investir sur des nouveaux projets, tu peux faire de la finance décentralisée, c'est encore autre chose, où la stratégie et les recherches seront totalement différentes de ce qu'on peut faire nous. En fait, on leur donne juste un truc qui fonctionne. Ça, il n'y a pas de problème. Après, oui, ils peuvent faire plus avec d'autres trucs. Mais en vrai, ils vont peut-être pas faire plus quand même avec ces autres trucs parce qu'ils seront concentrés à la fois sur ça et sur ça. Donc, vaut mieux prendre quelque chose qui fonctionne, l'optimiser à chaque fois au fur et à mesure pour vraiment essayer de grappiller des rentabilités au fur et à mesure du temps. Et derrière, ça suffira, tu vois. Parce que c'est comme tu dis, si tu prends un truc qui fonctionne, ensuite tu vas prendre si tu prends un tunnel d'acquisition qui fonctionne, t'en fais encore un autre à côté, peut-être qu'en vrai, tu auras moins de résultats. Ouais, ou en tout cas, à mon sens, pour pouvoir développer un autre système d'acquisition, il faut que le premier soit prédictible, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros et ensuite vous créez autre chose à côté. Exactement. Mais pas avant. Avant, on se concentre sur le chemin le plus simple et le plus rapide pour pouvoir avoir des ventes de la façon la plus prédictible possible. Et ensuite, on diversifie à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en récurrent. Enfin, en récurrent, prédictible. Et du coup, au stade où tu es avec ton entreprise, tu envisages de mettre un autre système
d'acquisition ou... On a mis en place le deuxième du coup. Ok, stylé. Ouais, le deuxième, en fait, on refait ce qui marche déjà, mais par de l'organique. Donc on refait ce qui marche déjà. On a pris les piliers de ce qui marche déjà avec le système VSL, mais on a mis en place du coup une équipe de SDR, donc une équipe de personnes qui prospectent. Donc c'est un autre système d'acquisition. Et pareil, je sais que j'ai pas accès à tout ça. Il fait ses stratégies de son côté. Après, on en parle, mais il y a un groupe Facebook dans lequel il n'y a pas ma tête, qui est un groupe Facebook du coup Système Athéna avec un autre nom dans lequel on prospecte par exemple. Il utilise Wallaxy avec des comptes pareil où il n'y a pas ma tête, c'est d'autres photos, d'autres personnes, etc. Enfin, c'est d'autres stratégies qui sont mises en place à partir du moment où on a fait de façon vraiment prédictible plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais. Ok, ouais, ça c'est intéressant. Mais pas avant. J'ai pas commencé avant. à prendre des SDR avant. Parce qu'en plus, il faut que la personne que vous recrutez, que ce soit SDR ou closer, soit sûre de pouvoir gagner de l'argent avec vous. Et pour qu'elle soit sûre de pouvoir gagner de l'argent avec vous, il faut que vous ayez la capacité pour les closers d'amener assez de trafic et donc de lui permettre d'avoir des agendas remplis de rendez-vous. Pour le SDR, ça va être le fait que l'offre, pareil pour le closer, l'offre a été validée des dizaines et des dizaines de fois, comme ça il sait que bon, ça se vend et qu'il ne va pas ramener des personnes en rendez-vous et après il y aura un problème au niveau du closing ou autre. Ça c'est les principaux points. Donc en fait si on brûle les étapes c'est juste de la perte de temps parce que ça peut pas tenir parce que la structure n'est pas faite pour tenir ce type de nouvelles personnes ou de strates. Ouais, complètement. Et ensuite si tu développes un autre système d'acquisition, les problèmes que tu as eu sur le premier vont être les mêmes quasiment et en fait tu vas juste doubler les choses quoi. Ouais, et surtout, je pense que l'erreur principale, c'est les personnes qui se disent « Ok, mon système d'acquisition, j'ai investi quoi ? J'ai investi, même pas 100 € dessus en trafic. Ça marche pas. Du coup, je vais faire autre chose. Et après, ils investissent 100 € sur autre chose et ça marche pas. Du coup, ils font autre chose et ça se finit pas. Et en fait, si vous n'allez pas jusqu'au bout, si vous jouez pas le jeu, forcément, ça peut pas marcher parce qu'il y aura... Imaginons, on met 100 € sur un système, c'est peut-être pas assez pour générer des rendez-vous, ça dépend des niches. Donc, c'est peut-être pas assez pour générer les premiers rendez-vous. Donc, la personne se dit ça marche pas, alors que si ça se trouve, elle était... vous voyez le dessin du gars qui, avec sa pioche, il y a des diamants de l'autre côté du truc et il y en a un, il s'arrête juste avant. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à fond dans ce qu'on fait et à partir du moment où on a... estimé, il faut que ce soit limité aussi. C'est-à-dire que si la personne investit 2000 € et que ça marche pas, là, il aurait fallu voir le problème avant. Donc, il faut délimiter aussi les ressources qu'on va investir et quelles ressources on a besoin de mettre pour pouvoir trouver le résultat représentatif. C'est-à-dire le résultat représentatif. Par exemple, si je mets 100 € le résultat sera pas représentatif. La personne va se dire ça marche pas, alors que en fait, il y a juste pas eu assez de trafic. Ouais, c'est pas faux non plus. Je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure qui était très intéressant et que je pense que pas beaucoup d'entrepreneurs font, mais c'est pourquoi dans tes KPI, tu regardes à la fin et pas au début. Par exemple, tu disais regarder le taux de closing, alors que moi, tu vois, typiquement, j'aurais pensé à regarder le taux d'opt-in, ou les pubs, tu vois, ou un autre deux, tu vois. Et pourquoi avoir fait l'inverse du coup ? En fait, il faut regarder d'où vient le problème. Alors, le problème, vous allez toujours le voir en écoutant les appels de vente. En tout cas, c'est ma vision, ma façon de fonctionner, ce que je partage. Vous allez toujours le voir en regardant les appels de vente parce que vous allez pouvoir identifier si on a un problème, s'il n'y a pas de closing, il y a plusieurs solutions. Soit on a un problème d'offre. L'offre est pas bonne, c'est la même, tout le monde propose la même chose au même prix, vous n'êtes pas différent des autres, bon voilà, du coup vous vous retrouvez avec des personnes qui veulent comparer avec tout le monde et bon, enfin, il y a potentiellement ça, soit votre script de vente est pas bon, votre closer est pas performant parce qu'il suit pas le script, il anticipe pas les objections, il fait pas l'ascenseur de situation initiale, situation désirée, etc. Donc ça peut être un problème de script, ça peut être un problème de qualification de lead. Est-ce qu'on vise les bonnes personnes ? Est-ce qu'on a les bonnes personnes au téléphone ? Si on estime qu'on a les bonnes personnes au téléphone et qu'on fait pas assez de ventes, dans ce cas, c'est soit un problème d'offre, soit un problème de script. Donc, on écoute l'appel. Si c'est un problème d'offre, on modifie l'offre. Et si c'est un problème de script, on modifie le script. Mais dans tous les cas... en général, c'est le dernier cas, le fait de ne pas avoir les personnes en appel. Si vous n'avez pas les bonnes personnes en appel, oui, il faut regarder l'opt-in et le message et les pubs. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ton closing, en fait, avec les appels de vente, tu arrives à voir potentiellement là où il y a un problème dans le funnel. Tu arrives à voir s'il est qualifié. À prendre tout le tunnel dans son entièreté, avoir une vision globale, et tu arrives à...
Bah, en vrai, c'est pas bête parce que. Bah, regarde, elle est en train de dire non. C'est presque si ça, t'as mais tout pas ce qui est vraiment. qualification. Parce que. Ouais, vas-y, dis. En fait, comme on va regarder à la fin, et ce qui va faire rentrer de l'argent, c'est combien de ventes vous faites. Ouais, Donc, je regarde ça, et donc, j'écoute pour voir si c'est un problème de vente d'offres. Et là, du coup, ça peut se régler sur la partie, la dernière partie de votre funnel. Si c'est un problème de qualification, dans ce cas, il faut remonter dans le funnel. En fait, je fais des déductions par rapport du coup au problème que je remarque à la fin. Parce que la fin, c'est vos plus gros leviers. Si vous avez plus de ventes sur le même nombre d'appels, vous ferez plus de cash. Si vous avez plus de personnes présentes sur les appels réservés, vous ferez plus de cash normalement. Si vous avez plus de personnes qui réservent un rendez-vous sur le nombre de personnes qui ont entré leurs coordonnées, bah, vous aurez plus de personnes présentes, donc plus de closing, donc plus de cash aussi, plus de rentabilité. Et ensuite, du coup, il y a la partie pub. Ouais. Et du coup, je démarre de la fin tout le temps. Parce que c'est ici que se trouve l'argent. Mais après, ouais, tu le vois dans un appel de vente si la personne n'est pas vraiment qualifiée, par exemple. Oui, et tu le vois aussi. Alors, après, le problème va pas se trouver dans l'appel de vente, effectivement. Après, il va falloir trouver le problème dans les étapes avant l'appel pour voir d'où vient le manque de qualification, en fait. Et c'est pareil, au niveau de la qualification, est-ce qu'on se retrouve avec une personne qui a rien à voir avec la cible ? Est-ce que c'est du hors-cible ou est-ce que c'est pas le bon niveau de conscience ? Si c'est pas le bon niveau de conscience, dans ce cas, ça veut dire que vous pouvez modifier soit ce qu'il voit avant de venir en appel, donc que ce soit dans un système VSL, votre VSL, ou alors des ressources que vous allez envoyer pour qu'il puisse se dire, ok, je sais, je connais déjà les résultats, j'ai déjà confiance en eux en fait. J'ai confiance en eux, en leur solution et en ma capacité d'obtenir les objectifs que je veux obtenir grâce à eux. Et en fait, ça va augmenter leur niveau de conscience et c'est là où va se faire les ventes parce que vos ventes, elles vont se faire à partir du moment où la personne a conscience de ses problématiques, a conscience des différentes solutions qui s'offrent à elle, que votre solution c'est la meilleure et que vous êtes la meilleure pour pouvoir l'accompagner maintenant, que c'est urgent et important pour elle de le faire maintenant. Et c'est à ce moment-là que la vente se fait. Et donc, quand c'est pas qualifié, il faut vraiment identifier ces deux-là parce que si c'est juste pas le bon niveau de conscience, oui, vous pouvez changer le message, etc. Mais peut-être que ça aurait été plus rapide de lui envoyer des ressources avant. Ouais, qui vont lui être propres à lui, propres à son problème actuel, enfin des choses comme ça, quoi. En fait. Ouais, et c'est pareil, c'est aussi à quel point ils n'ont pas le bon niveau de conscience, à quel point ils ont évolué dans leur parcours. Okay, si vraiment ils ne sont pas évolués, oui, bon, dans ce cas, on change le message et les pubs et machin. Donc ça dépend, c'est plein de petits... c'est des suppositions, en fait. Ouais. Bon, là, on est parti sur du technique. Hein. Ok. Oui. Non, mais c'est malin, c'est malin. Bon, sinon, rien à voir, mais Dubaï, t'en penses quoi ? À Dubaï... Est-ce que t'as déjà fait ou pas ? C'est ta première fois, là ? C'est la 4e. 4e, ok. T'as dû voir la première fois à Dubaï, d'ailleurs ? C'était avant que je démarre l'entrepreneuriat, c'était magique. Hein. Oh là là, j'étais fascinée. Tout est grand partout. Ça a dû tellement évoluer là en 5 ans là. Alors, à ce moment-là, j'étais salariée, donc, enfin, j'étais pas salariée, j'étais en alternance. Du coup, j'en sais rien, parce que j'ai fait du jet ski, j'ai été dans le désert, je me posais pas trop les questions des infrastructures, tout ça. C'est pas faux. Le jet ski aujourd'hui est le même. Donc, tout ça n'a pas bougé. Ouais, carrément. Mais sinon, ce que je pense, c'est qu'on a mis un gros focus sur Dubaï et il y a plein de personnes qui démarrent en se disant « Mais Dubaï, ça a l'air incroyable, je veux aller à Dubaï, etc. » Mais si c'est votre cas, essayez de... Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'aller visiter d'autres endroits dans le monde. Complètement. Parce que, par exemple, j'ai fait Bangkok. Ah, c'est incroyable. T'as l'air d'avoir kiffé, ouais. Oui, j'aime. J'avoue que... Ouais, on dirait, ouais. Après, tu te verrais expat là-bas ou genre c'est juste sympa, par exemple ? Franchement, alors j'y suis pas restée assez longtemps pour prendre une décision, donc je vais y retourner. Mais ça me parle un peu plus que Dubaï à l'heure actuelle. Okay. Parce qu'il y a plein de choses qui me correspondent bien en termes de valeur. Là-bas, c'est plus simple. Il y a des entrepreneurs qui sont tellement inspirants et tu les rencontres en tenue vraiment extrêmement simple. On vient tous en scooter derrière. Ils ont je crois que c'est Gojek. Et du coup, on arrive tous en scooter. Enfin, c'est fou. Et pourtant, à côté de ça, parce que là, ça pourrait nous faire penser à Bali, mais à
côté de ça, on a des grandes tours, enfin, ils ont des... Waouh, ils m'ont déjà vendu. Ouais. Ils ont des grandes tours aussi, voire plus luxueuses que Dubaï dans le centre, dans lequel il y a tous les services à l'intérieur, on peut avoir des choses extrêmement rapidement aussi, donc non, c'est génial. Et il y a beaucoup aussi la culture du Muay Thai et du massage. Ouais. Donc, je pense que là-bas, on peut vraiment avoir un très très bon équilibre entre la performance, l'ambition et également le bien-être. Mais ça, c'est pareil, à mon sens, c'est dans un second temps dans l'entrepreneuriat quand on a déjà bien... Parce que nous, bien avancé, si je prends notre cas, déjà, les voyages qu'on a pu faire, c'était facilement 3 ans après, quoi. Ouais. Et parce que le business tournait, voilà. Ouais, puis on s'est surtout pas dit au début. De toute façon, on n'avait pas l'argent pour voyager déjà. Ouais, et puis je me suis pas dit, allez. Ouais, enfin, c'est pas un schéma logique de vie. Enfin, tu démarres une entreprise, tu vas pas, à moins que tu en as créé 40 avant. Mais aujourd'hui, les gens ils ont trop envie de griller. Je vais pas aller à Bali vite rapidement. De par ce qu'ils voient, c'est aujourd'hui, on se dit ah ouais, vas-y, je vais faire mon business dans 6 mois, dans 1 an, je suis là-bas. Mais non, si tu savais le temps que ça prend. Encore des personnes qui font ce schéma-là. Ouais, il y en a qui vont vite dans chaque niche, mais c'est quoi ? C'est 5% de toutes les personnes qu'il y a. Ouais. Donc qu'est-ce que tu veux parier là-dessus, quoi. Du coup Bangkok, quoi. Ok. Mais t'as fait d'autres villes, d'autres pays qui te plairaient ou pas? Pas qui me plairait spécialement. Il y a aussi le Portugal, mais le Portugal, je m'y sens très bien. Il y a des valeurs que j'aime beaucoup aussi là-bas. Ouais. J'ai ma mère qui est portugaise. Okay. Du coup, j'ai aussi de la famille là-bas. Mais par contre, en termes de rencontres entrepreneuriales, performance, etc. Bon, c'est pas l'endroit où j'ai été le plus performant, quoi. Donc, je me verrais plus soit à Bangkok, soit peut-être ici, je suis pas sûre. À Dubaï, je suis pas sûre encore. Qu'est-ce qui te manquerait pour venir t'expat ? En fait, là, actuellement, j'ai trop de possibilités devant moi. Donc, je dois... C'est bien. Peut-être un choix qui est dur, mais... Dans le sens où je suis attachée à personne. Enfin, j'ai pas de copains ou autre. Donc, j'ai personne à suivre, entre guillemets. Mes parents, ils sont ensemble en France, etc. Enfin, tout va bien. Donc, en fait, j'ai beaucoup de possibilités de par ce fait-là et de par aussi le fait que l'entreprise tourne quasiment sans moi. Je travaille encore beaucoup, attention, parce que du coup, je veux aller encore plus haut. Mais sinon, en réalité, si je m'organise avec eux, je peux me prendre 1 semaine, 2 semaines sans regarder le Slack et ça va très très bien se passer, ce que j'ai fait cette année. Donc, en fait, j'ai de ce contexte-là quand même pas mal de possibilités et je dois juste me poser la question, et c'est compliqué, de savoir qu'est-ce que je veux vraiment vivre, en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Et une fois que j'aurai défini ça et que j'aurai défini aussi que c'est le plus aussi... Il n'y a rien de vraiment sécure, on prend des risques tout le temps, mais c'est le plus sécure, entre guillemets, par rapport à ce que je veux, par rapport à ce qu'on développe, j'irai dans cette direction. Mais j'ai des rendez-vous avec des avocats là, pour savoir. Ok, ouais, donc tu préfères quand même bien faire les choses et bien évaluer, on va dire... Parce que nous, pour te donner un peu... rester en France, je pense. Ouais. Parce que... Ouais. Ok, non, c'est vrai. Ouais. Et pourquoi c'est la question, forcément. En soi, la France, il y a énormément de choses que j'aime en France. C'est une culture incroyable. On a une culture magnifique en France. J'aime beaucoup ce pays. Et surtout, il est rempli de diversité. On va dans le sud, c'est des paysages complètement différents. On peut tout retrouver en France. Enfin, c'est fou. Mais par contre, j'avoue que je me retrouve pas forcément dans les échanges avec les personnes que je rencontre, c'est très fermé. Il y a beaucoup de jugements de façon générale. Du coup, je trouve que ça nous bloquer, c'est pas le mot, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti, ou le mot que je peux mettre dessus. Ça nous bloque un peu dans nos ambitions, dans nos évolutions, et on doit du coup ramer beaucoup plus fort pour aller là-bas que si on est déjà dans un pays où l'environnement est beaucoup plus favorable de par les personnes qu'on rencontre ou autres, pour pouvoir aller là-bas et être inspiré d'aller là-bas. Donc ça, ce serait, je pense, la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai envie aussi de vivre de nouvelles choses. Je pense que je serais beaucoup plus apte à vivre des choses intéressantes, rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles expériences, des nouvelles cultures, comprendre des choses sur moi, sur les autres, en voyageant et en vivant quelque temps du coup dans un autre pays. Donc ça serait la deuxième raison. Et voilà, et après, pour potentiellement l'entreprise, voir si c'est plus intéressant aussi en 3. Ok. C'est toujours plus.
Je sais pas, Bangkok, je connais pas du tout. Ouais, je sais pas du Bangkok, tout. je connais. Je sais que pour Bah, la crypto, c'est justement, très avantageux. ouais. Enfin, pour la Thaïlande, de manière générale. Oui, oui. Mais Mais c'est vrai que pour le pro, je sais pas. j'aimerais bien y aller ouais, à Bangkok, juste voir, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont, Ouais. genre Evan, Alex, ils y allaient aussi pas mal de fois, et ils m'avaient dit qu'à chaque fois c'était pas mal. Ouais. Mm. Ouais. Donc, Ouais, ça va ouais, mais faire. après, ouais, nous, si on reprend un peu les raisons de notre expatriation, c'est. C'est un peu similaire. Moi, ce qui a beaucoup joué, c'est l'environnement. Dans le Ouais. sens où j'arrivais pas à me projeter beaucoup plus. Je savais que je voulais faire des choses où j'allais aller beaucoup plus loin, mais j'arrivais pas à me voir faire ces choses-là en France. J'étais restreint, quoi, en fait, enfermé, tu vois, t'es emprisonné, t'arrives pas à aller plus loin à cause de ça. Et ce qui fait que, bah, en ayant voyagé, bon, on a fait Bali, après on a fait d'autres pays, mais qui n'étaient pas vraiment d'un point de vue entrepreneuriat également. Bah ouais, l'Espagne, la Suisse. Ouais, bah après on a fait, c'était quoi déjà, Philippines? Bon, ça, Ouais, les c'était, Philippines, ouais. un entre-deux, mais Mais- ouais, non, Dubaï, ouais. Après, bon, on n'a pas testé Bangkok, mais après, je sais pas si je me sentirais vraiment C'est un peu pareil que hyper à Bali ou fond pas? en Non. Thaïlande. Non, c'est pas pareil. Non, Ouais. Bali, je pourrais pas rester Ouais, là-bas ok, trop d'accord. longtemps. Ouais, bon, bah, Non. tu vois. Bali, ouais. Non, parce que Bali, On je a pourrais tous pas non essayé. plus. Ouais. Ouais. Bali, fait, non, c'est pas possible. Bali, c'est bien quand t'es, comment on appelle ça? Ouais, Freelance, Ouais, digital nomade. Digital nomade, enfin, hein. On est tous digital Oui, nomades, oui. Ouais. soit avec Freelance, 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 ouais. voilà. Ouais, Quand t'es ouais. freelance, c'est cool, c'est un salariat 3.0, quoi. Ou 2.0, peu importe, mais. 100%. Et quand t'es un peu le leader d'une boîte, effectivement, Bali, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Ouais. C'est pas le plus inspirant, ouais. Ouais, non. Ouais. Clairement. Un peu du mal. Bon, disons que t'as beaucoup de distractions, en fait. Oh, on en a pas mal aussi ici, hein, que ce soit Dubaï, Bangkok. Mais c'est. Ouais, je sais pas, c'est pas pareil quand même. Ouais, moi, surtout l'énergie ici à Dubaï qui m'a plu. Ouais. L'énergie, l'environnement, je sais pas, j'ai trop envie de tout cartonner ici. Vraiment. Ouais. Moi, tu vois carrément, déjà oui. les gens. Enfin, c'est ouf, mais c'est vrai que ce matériel, quand même, il a un impact. Hein. Ouais, vraiment. Là, le matériel qu'il peut y avoir à Dubaï, tu te dis purée. Ouais, t'as envie d'aller plus loin. Bon, c'est pas que ça qui motive, forcément, heureusement, mais tu te dis, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont allés loin, et tu te dis, bon, bah, moi aussi, je peux aller loin, en fait. Forcément. Bah, tu vois que c'est 100%. que là que tout est possible, quoi. Ouais, bah, c'est un petit peu peut-être ici les États-Unis des années 80, ouais, un truc comme ça, 70, je sais pas comment on pourrait dire, mais là où tout était en train de push, quoi, aux States. Et là, peut-être que maintenant, ouais, c'est dans les Émirats. Et c'est marrant parce qu'on a commencé un petit peu en même temps que Laura, en Ouais. plus. Ouais, c'est vrai. Donc, on voit que d'un point de vue évolution, On se rejoint un peu. bah, on se rejoint un peu tous, ouais. Je sais pas, c'est des évolutions un peu normales de la vie, ouais, peut-être. Quand tout se passe bien évidemment. Parce que j'en vois aussi qui galèrent pas mal. Hein. Faut savoir que ceux qui réussissent dans leur business, il y en a pas beaucoup, je trouve. Je me rends pas compte. Moi, j'ai l'impression que tout le monde réussit. Oui, j'avoue. ouais, c'est vrai, mais. Bah, d'après les données qu'on a en France avec l'URSSAF et tout, pas vraiment. Bah ouais, c'est ça. C'est Ouais, j'avais vu des chiffres. C'était quoi? Moi, je crois que j'avais vu des personnes qui créent une auto-entreprise. 83% de ces personnes-là n'arrivaient pas à générer un seul euro au bout des. C'est impossible. Non, Ah, si, attends, si. au bout des. Je crois que c'est 6 ou 9 premiers mois. Ah ouais? Oui, oui. Tu sous 9 premiers mois? C'est énorme. Ouais. Pour vous, c'est quoi la clé du succès, entre guillemets? Délivrez-nous la clé du succès. La clé du succès. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs, justement, qui arrivent à aller générer des chiffres ambitieux? La persévérance. Persévérance et ouais. le pourquoi tu le fais, tu vois. Ok. Ouais, pour moi, le pourquoi, c'est. Moi, ce que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, effectivement, dans leur business au niveau de leur réussite, c'est ouais, le pourquoi a un énorme poids, je trouve. Voilà. Parce que tu sais où t'as Bah, pas en fait, envie de tu sais retourner, là quoi. où tu veux aller Ouais. et tu veux surtout. Tu sais surtout ce que tu ne reveux plus. Ouais, exactement. Et L'ancien, ça, quoi, le passé. Et ça, c'est un truc que moi, je veux plus. Moi, c'est impossible que je redevienne Ouais. salarié, hein, typiquement. Après tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'on vit. Ouais, Non, c'est complètement. possible, c'est pas Donc possible. le pourquoi, ouais, déjà, c'est une chose. La persévérance, c'est-à-dire persévérer même dans l'échec, c'est-à-dire ne jamais à un moment donné. Moi, je prends mon exemple, en vrai, ouais, t'as un échec, mais tu te dis, merde, j'ai pas le choix, en fait, donc vas-y, go. Tant pis. Hein. La résilience aussi. Là, Ouais, la ça joue résilience aussi, beaucoup. ouais. Ça, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup là dans le séminaire de Silouane, mais en vrai, c'est 100% vrai. Et je pense aussi une chose très importante, rester focus que sur un seul truc. Ouais. Parce que ça c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal. Mais de par tout ce qu'on voit, à droite à gauche, et en fait, bah voilà, paf.
Des fois, on devrait peut-être éteindre nos téléphones, rester concentré sur ce qu'on a eu là. Paf, il nous a dit de faire ça. Ok, vas-y, ciao. Je fais, j'améliore comme tu as dit au fur et à mesure. Je vois où il y a je vois là où sont les problèmes. Hop, voilà, je les améliore et ensuite, ouais, ça va fonctionner, c'est sûr. Ouais, 100%. Moi, je sais qu'au début, quand j'avais commencé dans tout ça, j'étais très, très dispersé. Parce que c'est vrai que moi, je suis souvent dispersé. Et le jour où je me suis concentré que sur un seul truc, au bout de quelques mois, j'ai vu genre des résultats, mais directement. Parce que vu que j'ai de l'énergie en même temps, bah, quand tu focuses ton énergie que sur un seul truc, et effectivement, au bout d'un moment, ouais, t'as des résultats. Qui arrivent plus ou moins vite en fonction de ton énergie, en fonction de ta personnalité. Ouais. Carrément. T'es aligné, ouais. Je pense que... Alors, je suis alignée, j'aurais rajouté un élément, c'est de pouvoir comprendre les fondamentaux dans les différents facteurs de réussite, et notamment sur la partie sociale, parce qu'en fait, ça va représenter vraiment beaucoup le fait de pouvoir... générer du chiffre. Par exemple, je clarifie ma pensée. C'est des schémas, en fait, c'est que des schémas qui se répètent, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la gestion des clients, le succès client, etc. En fait, c'est que des schémas qui se répètent tout le temps. Le marketing, c'est vraiment que des schémas qui tournent. Et en fait, si on observe ces schémas, qu'on les comprend et qu'on arrive à y placer du coup les bons éléments, donc par exemple bien connaître les personnes à qui on s'adresse, et que même dans la séduction, bien connaître le profil de la personne qu'on a en face de soi, etc. Parce que forcément, logiquement, ça va impacter tout ce qui va se dérouler derrière, etc. Enfin bref. Et donc, identifier ces schémas, les comprendre, et pouvoir avoir aussi beaucoup de clarté sur quelles sont les étapes, une après l'autre, qui sont les plus simples et directes, et avoir de la clarté pour pas s'éparpiller dans des futilités et dans des choses qui ne servent pas directement l'objectif, en fait. Ok, ouais. Ouais, ça, j'y avais vraiment ça. Ouais, c'est... ce qu'on pense là-dessus, c'est souvent des choses qu'on a vécues à proprement parler. Il y en a qui vont dire ouais, c'est le réseau. Après, le réseau, je suis 100% d'accord, mais pour moi, ça fait pas tout non plus, quoi. C'est quoi la plus grosse sortie de zone de confort que vous avez fait dans votre parcours ? Petite zone de confort. Oh, ouais, je suis trop introverti. Moi, j'aime c'est vrai que l'anxiété sociale, je suis allé au max. Ouais. Comment t'as fait pour dépasser ça ? Bah, j'y suis allé, pas le choix. Je l'ai emmené. Ouais. Ouais, il n'en venait jamais. J'ai dit, Ouais. vas-y, viens cette fois-ci. Maintenant, ce qui fait qu'il vient toujours. Trop cool. Ouais, c'est vrai que c'était un truc qui est assez compliqué pour moi. Enfin, genre, introverti, timide, aller parler aux gens, tu vois, c'est pas trop mon truc. Et du coup, c'était chaud la première fois. Je crois que c'est un séminaire d'Alik Henry, enfin un truc à Paris. Là. Ouais, on avait peut-être commencé par ça. Je crois qu'on a commencé par ça. Ouais. Du coup, gros déclic. Bon, je suis toujours pas hyper à l'aise, mais c'est mieux. C'est mieux, il y a du plus, il y a du mieux, quoi. Donc, ouais, c'était ça, ouais. J'arrive pas à savoir, je suis en train de chercher. Je ne sais pas. Non, vraiment, je sais pas, parce que moi, je suis tout le contraire de Thibaut pour le coup. Donc, un risque que t'as pris, un truc où tu t'es dit, punaise, vas-y, je vais le faire, mais c'est pas facile, quoi. Bah, le dernier risque, ça a été quitter le salariat. Hein. Moi, ouais, mon plus gros. Ouais, ouais, mais après, ouais, c'est. C'est ce que tu me répètes sans cesse. Donc, ouais, c'est vrai. Après, il y a l'expatriation aussi, là, pour le coup. Moi, là, j'estime qu'aujourd'hui. Après, le sentiment est totalement différent dans le sens où. Quand j'étais dans le salariat, j'avais une vraie douleur. Là, l'expatriation, j'en ai une, mais c'est pas aussi intense que ce que j'avais pu avoir au sein de. Parce que là, j'ai un ras-le-bol, effectivement, au niveau de la France, c'est pour ça que je pars. Voilà, mais du coup, tu considères ça comme une prise de risque toujours ou pas ? Ouais, complètement. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai pris tellement de risques, déjà d'une, avec ce que j'ai pu faire en quittant le salariat et ensuite dans le business, qu'en vrai, j'ai une appétence au risque qui est. Je suis un peu un Jean footiste, quoi. Ok, trop bien. Mais c'est mode, génial. Ouais, c'est risqué, mais vas-y, je m'en fous, je le fais, quoi. Parce que, en fait, à force d'avoir fait plein de trucs, effectivement, t'as plus de facilité à. Donc, parce qu'en vrai, je me dis, l'expatriation, ça fonctionne pas. Bah, en vrai, tu reviens à l'envers. T'en fous, t'es français. Donc, tu te dis que c'est pas si grave, au pire. Dans le pire des cas, c'est pas grave, quoi. Bah ouais. Ce qui se passe, en vrai, j'ai beaucoup appris à relativiser. On a quand même mis un matelas de sécurité au cas où, c'est-à-dire qu'on a toujours gardé l'entreprise en France. Donc ça déjà, ça nous permet, au cas où, tu vois, de fermer celle ici et d'en revenir sur l'autre. On a quand même une certaine trésorerie, donc même si ça coule, je sais pas, pendant 2 mois Genesis,
Ouais, et puis aujourd'hui, je sais pas, on a appris plein de trucs. Donc en vrai, tu sais que tu peux. Enfin, moi aujourd'hui, je peux faire de l'argent comme je veux. Enfin. Je sais pas, c'est plus comme. Tu vois, c'est pas comme avant où là, c'était plus compliqué. Moi, j'avais juste les investissements et c'est tout. Mais. Et ouais, c'était. Là, vraiment, il y avait une sortie de zone de confort qui était très très intense, quoi. Maintenant, je sais pas, c'est trop différent. Ouais. Et comment tu faisais du coup quand c'était intense pour te dire vas-y, j'y vais quand même? Parce que je voulais pas retourner là où j'étais avant. Okay. C'est ce que je disais, c'est le pourquoi. Et pour moi, le pourquoi est hyper important parce que effectivement, tu sais c'est pas que tu sais ce que tu veux, c'est que tu sais absolument ce que tu veux pas. Ouais. Et ça, peu importe dans la situation que tu trouves, t'es à la rue, t'as plus d'équipe, je ne sais quoi, bah en vrai, tu t'y vas quand même parce que tu repenses à cette chose-là, tu fais ok, c'est mort, vas-y, ciao. J'y vais quoi. C'est génial. Ça veut dire qu'en fait, ton inconfort dans la situation où tu étais était beaucoup plus confortable que le fait de prendre un risque et passer à l'action finalement. Ouais, complètement, ouais. Moi, c'est pareil, j'ai tout quitté, mais d'un coup. Alors là, pour le coup, je suis très. Quand j'ai un truc en tête, j'y vais jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et là, j'avais décidé que je serais entrepreneur et que machin, et que j'allais être une experte en tunnel de vente, etc., etc. J'avais déjà investi dans ma formation. Et donc, après le mastermind, justement, éduqué, qualifié et motivé, je le place. Ouais. et en fait, après ce mastermind-là, la personne m'a dit bah voilà, pose-moi une question. Je lui ai dit ok, comment est-ce que je peux faire x4 des résultats que j'ai maintenant, parce que je suis passée en fait très très rapidement, pendant 6 mois j'avais pas eu de résultats, je travaillais gratuitement pour les personnes, tout ce que je faisais, tunnel de vente, ça marchait moyen ou ça marchait pas trop, et en fait j'arrivais pas à mettre assez de trafic ou trouver des personnes qui me font confiance pour mettre assez de trafic sur le funnel, etc. Donc je suis embêtant à tester, quoi. Et donc j'ai travaillé longtemps gratuitement pour comprendre comment ça marchait, etc. Et d'un coup, donc quand j'ai compris et que j'ai eu des premières recommandations, j'ai créé des offres, j'ai appris à vendre et à prospecter, j'ai envoyé beaucoup de messages, j'ai pris des personnes au téléphone et j'ai fait mes premières ventes comme ça. Et donc je suis passée de 0 à quasiment 10 000 euros en un mois, quoi. 0 pendant 6 mois à 10 000 euros en un mois. Ouais, et ça a pété d'un coup, quoi. Ouais. et du coup, à ce moment-là, il y a un truc qui s'est fait dans ma tête. J'étais encore en Master 2 et je me suis dit, mais attends, il y a un truc là. J'ai 10 cas. Il y a 10 cas là. Et du coup, j'ai réinvesti quasiment tout l'argent que j'avais finalement dans un mastermind. Okay. Et là-bas, du coup, je lui ai dit, ok, comment je peux faire x2 ou x4 sur ce que je fais là maintenant? Il m'a dit, bah attends, ton temps, tu le dépenses où? Mon temps, je le passe en alternance. Donc, je travaille pour quelqu'un d'autre et je sais plus... j'ai les études aussi, j'ai un mémoire à préparer. Et donc, mon temps, là, actuellement, il n'est pas occupé au levier le plus important, qui est prospecter, avoir des personnes en rendez-vous et vendre. Donc, forcément, si tu te libères ça et que tu passes ton temps à prospecter, à vendre, logiquement... t'es censé avoir plus de rendez-vous, de vente. Et également, il m'avait proposé de devenir sa directrice marketing. Il faisait déjà plus de 100 000 euros par mois à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir regarder de l'intérieur comment ça fonctionne, comprendre son système actuel, pouvoir le reproduire, etc. Donc, à la fin de ce mastermind-là, ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit, bah écoute Laura, si tu veux atteindre ça, il faut que tu te libères du temps, du coup que tu quittes ton alternance, tes études, et si ça t'intéresse, tu peux venir du coup travailler pour moi en tant que directrice marketing. Okay. Je suis rentrée de ce mastermind et j'ai dit à mon père, papa, je vais déménager. Parce que l'entrepreneur n'habitait pas ici, il habitait dans le sud de la France. Donc je vais déménager et je quitte mon alternance et je quitte aussi mes études. Ouch. Attends, je m'assois. Et mon père, il sait que quand je dis quelque chose comme ça, il y a de fortes probabilités que je le fasse quand même, quoi. Ouais. Et donc, il m'a dit, bon, attends, on rentre à la maison, on voit ce qu'on fait. Parce qu'il était venu me chercher en voiture. Bon, je vous dis tous les détails, comme ça, vous êtes au courant de tout. Et arrivé, du coup, chez moi, on a fait une table avec mon père, ma mère et moi. Et ils m'ont dit, bah non, en fait, tu vas rester ici, qu'est-ce que tu fais? Non, pas du tout. Et en fait, j'étais déterminée, donc j'ai envoyé un mail à mon alternance, comme quoi je décidais de démissionner, pareil du coup pour mes études. Et j'ai pris un train pour aller du coup dans cette ville un peu plus au sud de la France. Et en fait, avec l'argent qui me restait, je faisais des Airbnb au début pour me trouver, parce que j'avais pas de logement. Ouais. Mes parents voulaient pas être mes garants, forcément, ils étaient pas du tout d'accord avec mon choix. Ouais, Ils avaient peur pour moi. Ils se sont dit vraiment que j'étais dans une secte.
secte à ce moment-là, hein, parce que je donnais tout mon argent aux personnes, je commençais à lire des livres, réfléchissais, devenir riche, tout ça. C'était très bizarre pour eux, quoi. C'est dingue parce que en vrai, c'est ce que quand je repense, c'est ce que j'ai fait aussi, quoi. Quand je suis revenu des vacances de Noël et puis bon, j'en avais parlé avec mes parents, ils me disaient au téléphone, parce que j'étais dans une autre ville à ce moment-là pour mon travail, et ils me disaient mais t'es complètement fou, tu vas pas faire ça, quitter ton travail, machin. J'ai dit si. Et j'étais revenu de vacances de Noël, et puis première réunion de la semaine de l'année 2021, j'avais dit à mon responsable, bah écoute, j'ai envie de partir. Donc c'est soit je pars, ou soit j'ai une rupture conventionnelle, enfin tu vois, mais je pars. À la fin du mois, il faut que j'ai une réponse. Et puis pour le coup, c'est fait comme ça, ouais, également. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et toi, comment t'as quitté le salariat ? Comment ça s'est fait ? C'est moi qui ai lancé la roue. C'est toi qui as initié la roue, mais c'est surtout qu'en fait, c'était pendant le Covid. Et du coup, quand le Covid s'est terminé, donc tous les restos ont ouvert, puis je me voyais pas en fait retourner. Du coup, je crois que j'ai fait un mois pour le dépanner, et puis je lui ai dit vas-y, c'est bon, on arrête quoi. Mais par contre, ce que je remarque surtout sur nous trois, là, c'est que les parents, ils ont pas été hyper. Ils avaient peur en fait, c'est normal. C'est vrai que je m'engueule avec eux. Hein. Moi, perso, ils m'ont pas soutenu, mais ils m'ont pas dit vas-y, fais pas, tu vois. Ils m'ont juste dit on verra. Enfin, ils étaient un peu. Moi, de toute façon, ils comprenaient rien déjà. C'est ça. C'est-à-dire que je leur dis je crée une entreprise, je vais gagner mes propres revenus. Ok. Et par contre. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et puis après, je les ai rassurés au fur et à mesure du temps, en leur montrant les chiffres d'affaires, etc. Mais ouais, au début, ça n'a pas été ça n'a pas été blanc ni noir, mais. Et puis par contre, pour l'expatriation, c'est. Ils s'en foutent un peu. Hein. Ah bah oui, vous avez avancé. Ils voient qu'on fonctionne, ils voient qu'on juste s'en ils sort. disent, moi ils m'ont dit Dubaï, il y a l'Irak pas loin, il y a les missiles et tout. Ils m'ont dit bon, mais bon. Ouais, non, en vrai ça, je les vois pas. Là, ouais, ça vient pas là quoi. On voit juste le Bourges qui s'éclaire. Ouais, non. Normalement, il n'y a pas de galère. Quoi. Normalement, ouais. Mais ouais, après, oui. Après on est toujours français, donc c'est-à-dire que bon, s'il y a un truc, un problème. Oui, sur ça, oui. Bien. C'est vrai, mais le début, c'est vraiment compliqué. Personne te soutient. Hein. Ouais, et même l'inverse, parce que je devais me prendre un appartement et ils voulaient pas être mes garants, quoi. Donc je devais me débrouiller. J'ai dû me débrouiller avec une copine, parce qu'il y a toujours des solutions. Oui, voilà. Ça, donc j'ai dû me débrouiller avec une copine pour trouver un garant en ligne. Il y a des sites pour ça. Et ensuite, du coup, j'ai mis plusieurs mois à trouver mon appartement. Et pendant ces plusieurs mois, moi, j'avais plus d'argent parce que du coup, j'investissais tout dans des appartements, dans des logements Airbnb et je délivrais moi-même, vu que c'était au début de mon activité, l'opérationnel des clients. Donc, je faisais tout le tunnel de vente toute seule. Copywriting, il n'y avait pas de ChatGPT. Hein. Copywriting, stratégie, intégration, technique, automatisation, tout. Je faisais tout, design, tout. Et répondre aux clients. Et c'était beaucoup d'énergie. Et donc, quand c'est comme ça, on peut pas prendre beaucoup de clients. Donc, tu peux pas faire beaucoup d'argent au début parce que, en fait, ta capacité d'absorption, elle est très restreinte parce que ton temps, là, tu peux pas faire plus. Et du coup, avant de te prendre une équipe, faut arriver à sortir de cette boucle-là. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû dormir dans des bureaux pendant quelques semaines. Il y avait un canapé lit, tout se passe bien. Mais j'ai dû dormir dans des bureaux quelques semaines parce que, en fait, j'avais plus d'argent pour me reprendre des logements. Donc, j'ai fait ça, j'ai tourné des vidéos de valeur sur Instagram et parce que je pouvais pas investir en ads non plus à ce moment-là. Et j'ai eu des clients, des nouveaux clients à ce niveau-là qui m'ont permis de reprendre du cash. Après, j'ai pris une équipe. J'ai trouvé un truc intéressant au niveau de l'équipe. Je peux peut-être vous le partager. Vas-y. Surtout au début, pour vous extraire de l'opérationnel au début. En fait, on se focalise beaucoup sur « Ok, mais combien je vais devoir la payer ?» Mais c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est quel est son intérêt de pouvoir travailler avec moi ? Et en fait, l'intérêt, c'est pas uniquement financier. Ça peut être au niveau de vos compétences. Moi, ça faisait beaucoup plus de 6 mois maintenant que je faisais des tunnels de vente. J'avais compris quand même pas mal de choses à ce moment-là. J'avais déjà apporté des résultats aux clients, donc j'étais légitime dans ce que je faisais. Et donc, j'avais la possibilité d'avoir une personne dans mon agence qui avait envie de travailler avec moi parce qu'elle allait apprendre des choses. Et après, c'est à vous aussi de le vendre de la bonne façon. C'est-à-dire que cette personne-là, justement, de base, elle voulait se faire accompagner par moi en coaching. Du coup, je lui ai dit que je faisais pas de coaching et je savais qu'il n'y avait pas l'argent de toute façon pour investir dans un coaching. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit OK pour moi pour faire un coaching, mais par contre, ça va être 6 000 €. J'ai pas l'argent. Je sais que tu n'as pas l'argent. Et donc, moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'en échange, du coup, du fait de pouvoir
travailler pour moi jusqu'à temps que tu me ramènes de l'argent et que tu me ramènes du temps et de l'énergie. Moi, je t'apprends tout ce que je sais, tu travailles dans mon activité, donc on est tous les deux gagnants. Et à partir du moment où je gagne de l'argent, de l'énergie et du temps avec toi, là, je te rémunère. Pas con. Et du coup, on a fait ça comme ça. Et donc, j'ai eu le premier membre dans mon équipe qui a travaillé sur la partie technique. Parce que c'est pas compliqué, la partie technique, c'est juste embêtant. Et du coup, ça m'a libéré beaucoup de temps. Ce qui m'a permis de prendre de nouveaux clients, faire plus d'argent, prendre une nouvelle personne dans l'équipe, copywriting, qui prenait aussi beaucoup de temps sans ChatGPT à l'époque. Et donc, là, du coup, tu as une deuxième personne que tu mets aux variables du chiffre d'affaires. Parce que pareil, tu peux pas investir en premier direct. Donc tu le mets aux variables et là tu as 2 personnes qui te libèrent beaucoup plus de temps et toi tu peux reprendre encore des clients, faire plus d'argent et reprendre encore une personne, etc. Et en fait tu montes comme ça. La boucle est bouclée là, ouais. Comme on dit. Et après, une fois que tu es bon en capacité d'absorption et que ton nouveau problème c'est comment trouver plus de clients, là tu mets en place un système d'acquisition avec des ads et comme ça tu es tranquille et là c'est lancé quoi. Ouais. Et la première personne est toujours dans l'équipe ou non? Non, mais on a travaillé ensemble plus de 2 ans. Ah oui, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est bien. Nous, la première personne qu'on a intégrée, Camille, est toujours là et il est ultra chaud d'ailleurs. Ouais, c'est un coach maintenant. Ouais, moi je lui avais dit, cool. En fait, c'est une personne qui avait fait notre première offre, low ticket, qu'on a débuté dès le début qu'on a commencé le business, c'est-à-dire on partage notre expertise sur les marchés financiers à toute personne. Il était parti, il avait arrêté parce qu'il avait, je crois qu'il avait eu des problèmes d'argent ou d'un moment. Et il m'avait dit ouais, je vais revenir dans quelques mois. Donc il est revenu dans quelques mois, on a fait un appel et ce coup-ci on avait développé une nouvelle offre, la étiquette où en gros on forme les gens pour qu'ils soient autonomes sur le marché financier. Et moi je lui avais dit écoute Camille, t'es la première personne, je sais que avant t'étais à fond, enfin voilà, t'es quelqu'un vachement impliqué dans la communauté et ça on l'a vu avec Thibaut. Moi ce que je te propose, c'est que là, on t'accompagne. Voilà, on fait l'accompagnement, on fait tout ce qu'il faut. Et si à la fin, tu le réussis, si ça nous plaît, au niveau du résultat, on te prend dans l'équipe. Résultat, on l'a pris dans l'équipe 3 mois après qu'il ait fini le programme. Ouais. Et pour le coup, il est ultra chaud. Ouais. Et moi, il m'avait dit ah ouais, les gars, à fond et tout. Et l'accompagnement s'est super bien passé. Et puis derrière. Ouais, puis là, il fait partie intégrante de l'équipe et tout. Ouais, et puis tu vois, on l'a invité à Dubaï. Gratos. Oui, en gros, on lui a dit. Il a payé, je veux dire, tout ce qui est billets d'avion et tout. Mais après, le reste, genre le logement, parce que le logement à Dubaï, c'est extrêmement cher. Ouais. Il a rien payé, quoi. Il devait être content. Ouais, il était content quand même. Ouais, il était content, ouais. Très content. Surtout que c'était la première fois en avion, première fois il voyageait. Donc là, il a fait. Ouais, puis nous, on a rencontré, tu vois, on a un réseau, pareil, forcément, on a des amis entrepreneurs, donc on est allé les voir, on a été dans la tour, tu sais, la Index, je sais pas. Ah bah non, je crois pas que je t'en avais parlé, mais tu vois pas. Si, tu m'en as parlé, oui, je me souviens, avec et la belle. t'as une vue sur tout Dubaï, et on l'a fait. Et je crois qu'il a dormi d'ailleurs chez Nico, non ? Ouais, on l'a laissé la dernière nuit avant, là, il voulait, vas-y. Il a plus profité que nous. Mais et en vrai, il a eu des rêves plein la tête, je pense. Donc ouais, non, c'est grave cool. Puis après, je pense que c'est tout ce qu'on a envie de faire avec nos équipes. Je sais pas si toi aujourd'hui, tes équipes, vous partagez des moments où vous vous retrouvez d'ailleurs. Pas encore en physique. Ouais. Par contre, on a mis en place un truc, c'est l'appel de bonne humeur. C'est très mignon. On a un appel de bonne humeur. Café time, coffee time. Presque. Non, c'est l'appel de bonne humeur, ça dure 30 minutes parce que bon, au bout d'un moment, il faut travailler quand même. Mais on n'oublie pas l'objectif. Allez, on y va. C'était une demande d'une personne de mon équipe. Bon, sinon, j'aurais pas pensé, mais bon, why not. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que 30 minutes avant le point hebdo, où là, pour le coup, il y a vraiment toute l'équipe qui vient, ce qu'on fait, c'est que première étape, je mets de la musique sympa, because we are happy. Bon, voilà. Ouais. Voilà, des musiques comme ça. Et du coup, on se met tous un peu à danser. D'ailleurs, le dernier objectif du dernier call Bonne Humeur, c'était de trouver une danse qu'on ferait à chaque fois tous ensemble, mais qu'on connaît tous. Comme ça, c'est sympa et ça inculque ça rajoute un truc dans la culture d'entreprise. Ouais, et donc ça c'est un truc de secte, hein, les sectes ça. C'est ouf. Et du coup on a une danse comme ça, on danse un petit peu pendant 2 minutes, 3 minutes. Après on se refocalise sur nos objectifs personnels et ce qu'on a envie de vivre personnellement. Donc on a tous une slide comme ça sur un diapo sur chacun, ce que chacun a envie de vivre, autant professionnellement que personnellement. Et
Ensuite, du coup, je mets de la musique inspirante de visualisation. On se concentre chacun de notre côté sur notre vision. Ensuite, on partage à l'équipe, aux membres de l'équipe, un truc qu'on veut vivre absolument dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Comme ça renforce ce truc-là et ça crée aussi de la cohésion parce qu'on est tous au courant de quelles sont les passions de chacun, qu'est-ce que chacun veut vivre, etc. C'est sympa. Et à la fin de l'appel, on a un nouveau canal dans le Slack qui s'appelle Good Vibe et on met tous dans le canal Good Vibe 5 affirmations positives qui vont nous aider du coup d'atteindre notre objectif, donc d'être dans le bon état d'esprit pour atteindre l'objectif. Et voilà, bon, ça fait un petit moment qu'on met ça en place, c'est sympa, ça prend pas tant de temps que ça et ça renforce les liens de l'équipe. Et là, bientôt, on va faire des immersions physiques avec l'équipe et les clients. Ça pourrait être trop justement, on est en train de voir ça, nous, pour mettre en place justement des calls mensuels avec toute l'équipe, toute réunie. Là, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et pour faire aussi des séminaires physiques avec tout le monde, quoi. Ça, j'aimerais bien ça. Ou même des événements comme ça, des petites jours, enfin. Tu loues une maison, enfin une villa dans le sud de la France où ça te prend rien, et puis tu ensuite, on va kiffant, on prend du sérieux pour taffer sur des choses importantes, et ensuite, pourquoi pas aller faire des activités. C'est cool, ça resserre les liens, culture d'entreprise aussi, qui est intéressant. Puis tu ressors de ça, à mon avis, tout le monde est boosté. Puis tout le monde a envie de tout cartonner. C'est ça. Donc, on y va. C'est parti, c'est cool. Mais ouais, c'est ok, intéressant. Bon, en vrai, je pense qu'on peut passer à ton petit jeu, c'est ça ? Ouais, on fait un petit jeu souvent. Ah, c'est trop cool. En gros, là, l'idée va être un peu différente. Genre, si vous êtes un peu en duel. Genre... Oh my god. Ça reste chill. En gros, je vais vous poser 5-6 questions, je crois. Bon, c'est assez simple, c'est culture G, il n'y a pas d'investissement. Oula, culture générale, je suis pas sûre. Non, moi aussi. Tu vois, c'est simple. Okay, et puis après, vous comptabilisez vos points et puis on verra qui gagne à la fin. Ok, il y en a qui gagne. J'ai hâte de savoir. C'est des questions assez chill. Bon, peut-être pas la première. Non, si ça va. Bon, allez, c'est parti. Combien de temps, en moyenne, passe une personne à dormir dans sa vie ? Dans sa vie. Ouais, j'ai halluciné quand j'ai lu ça. 20 ans ? Non, 20 ans c'est beaucoup. Attends, quand même. Pas loin. T'as donné un indice pour lui. On fait 2 réponses. On fait quoi ? Une réponse chacun ou deux essais ? Bah ouais, mais là t'as donné un indice. Bon, on va dire une réponse chacun là. Bon, 20 ans, et combien toi ? Je sais pas, 25. Ouais, merde. 25 ? 25, ouais. Ouais, j'ai triché. C'est-à-dire qu'on passe, si on vit 100 ans, on passe un quart de notre vie. Est-ce qu'on peut négocier un demi-point pour Ouais, chacun ? on va faire allez, un demi. Bon, un. Allez, égalité. Allez, deuxième. Quel est le mot le plus utilisé dans la langue française ? Je. Ouais, ça doit pas être loin ça. Ouais, t'as raison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous dites je ? Ouais. C'est le. Je te crois pas. Ah oui ? J'aurais pensé comme lui. Oui. Ouais, parce que je trouve que le français aime beaucoup dire je en fait. Ou même de façon générale, ouais, carrément. En fait, là, les questions, je les ai piochées un peu dans le chat GPT et je lui ai demandé justement de me sortir des phrases à peu près de la vie courante. Et c'est vrai que il est quasiment partout. Ok. Ouais, bah toi, j'aurais Après, pas dit le jeu, ça dépend de l'ego de la personne, tu vois. Ah ouais, je pense clairement. Ok, j'ai trop d'ego. Bon, personne n'avait répondu du coup. Bon, bah, 0. Quelle est la boisson la plus consommée au monde après l'eau ? Coca. Non, le thé. Quoi ? Non. Ça, c'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai, mais tu regardes les pays asiatiques, genre l'Inde, tout ça, ils boivent beaucoup de thé là-bas. Ah, puis ils sont beaucoup... Et limite, ils remplacent l'eau par le thé, carrément, j'ai vu. Wow. Ah ouais ? Ouais. Ils ont dû trouver une solution pour les dents, parce que sinon, c'est pas ouf. Et genre, c'est du thé... Enfin, c'est un thé chaud ou c'est du froid ? De froid, enfin, thé classique, quoi. Tu fous ton sachet de thé dans l'eau. Ouais, bon, je suis pas d'accord, ok. Coca. Quelle est la langue la plus parlée dans le monde ? Le chinois. Ah, c'est pas l'anglais ? J'avais dit l'anglais. Le mandarin, ouais. Mandarin ? C'est du chinois ? Ouais, c'est chinois. Ok, bon, j'ai perdu. Ouais, moi aussi j'aurais dit l'anglais, mais... Ouais, pareil, ouais. Ok. Bah, ils sont beaucoup aussi. Ouais, ils sont beaucoup. C'est ça qu'on n'y pense pas assez. On est trop, nous, en mode européen, Amérique, tu vois. 100%. Et j'ai découvert aussi un truc. Vous voulez que je vous le partage ? Ouais, allez. J'aime bien parce qu'elle nous demande à chaque fois. Dis-le, non ? Je fais du teasing. Forcément qu'on va te dire oui. Oui, en Inde.
beaucoup, et moi également, je pensais que la population d'Inde était globalement assez pauvre. Et en fait, comme ils sont énormément, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt pauvres, mais il y a aussi une grande partie de personnes qui sont millionnaires et qui ont beaucoup d'argent. Et finalement, si on regarde le nombre de personnes, j'espère ne pas dire de bêtises, hein, il y a une personne qui m'a dit ça il y a pas longtemps, j'étais super impressionnée. Dites-nous sinon, mais si on regarde du coup le nombre de personnes qui sont millionnaires en Inde, ça pourrait représenter la population française. Finalement, en fait, juste au niveau des proportions, oui, effectivement, c'est plus un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvreté. Mais finalement, si on regarde au niveau du nombre de personnes, ça reste beaucoup. Quoi, hein. Au niveau des proportions, ouais. Putain, c'est vrai que. Ok. Moi, je savais pas ça. Ouais, ça m'étonne pas trop non plus. Mais... Bah ouais, ils sont beaucoup quoi. Ils sont même en Chine, hein, ils doivent être blindés de thunes, hein, la plupart. Enfin, toujours à proprement parler. Ouais. Ok, intéressant. Merci Hugo. Merci beaucoup. Les questions planète et tout, système solaire là. Waouh, let's go. Ah ouais, ça j'ai été étonné aussi. Quelle est la seule planète du système solaire qui tourne sur le côté? C'est pas Saturne? Jupiter. Au hasard. Uranus. Ah. En gros, il faut savoir que toutes nos planètes, elles tournent sur un axe vertical. Et c'est la seule, du coup, Uranus, qui tourne sur un horizon. Et on sait pourquoi? Non. Quel est l'objet le plus vendu au monde? Le téléphone? Le plus vendu au monde? Le plus vendu. Genre, c'est des milliards d'unités chaque année, quoi. Genre, un truc malade. Je sais pas, putain. Non, je suis pas sûre au téléphone. Depuis quand? Depuis... Oui, le téléphone. D'accord. Ok, c'est le téléphone. Ouais, c'est le téléphone. Ouais, je sais pas. Genre, c'est l'objet le plus vendu? C'est le truc le plus vendu, ouais. Ok, j'aurais pas... Ça m'étonne même pas, en vrai, parce que, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense une personne avec une aisance financière, elle change quasiment tous les ans, tu vois. Tu penses? Ouais, facilement. Même sans aisance financière, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Enfin, je pense, oui. Ouais. En plus, c'est facile maintenant. Il y a les forfaits avec, etc. Ils peuvent le payer sur des années. Oui, t'as même des aides, ouais. Ouais, c'est pas faux non plus. Bon, là, je me suis littéralement fait. T'as perdu, hein. Ouais. Et allez, dernier. Quel est le pays qui compte le plus de fuseaux horaires? Ah oui. L'Afrique. L'Amérique du Nord, non? Enfin, vous allez être choqués, mais c'est la France. Quoi? Ah ouais? Ouais, parce qu'on a plein de pays on a plein de petites îles outre-mer partout. Et du coup, on a par exemple la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, tout ça. Ce qui fait qu'on est implanté dans quasiment tous les fuseaux. Ouais, avec les colonies. C'est ouf. J'aurais jamais. J'aurais plutôt pensé à l'Amérique, moi, tu vois. Bah ouais, mais quand tu regardes bien, avec les différents états, là, c'est tellement gros. Ouais, mais là, il y en a que 3. Il y a l'ouest, milieu et est. Tu vois, j'y suis jamais allé, donc en même temps. Et ce qui est bien en France, c'est qu'on a la France, mais on a plein de trucs. Ouais, t'en as plein. Ouais. Du coup, ce qui fait que ouais. Ok. Bon bah. Laura, quoi. Ouais, c'est simple. Non, c'était cool. S'il y avait une question que vous pensez que les personnes qui vous regardent se poseraient, ce serait quoi? La question qui revient le plus, à votre avis? Comment ils ont fait, peut-être, je sais pas. Peut-être plus par rapport à eux. Une question qu'ils se posent eux-mêmes pour pouvoir avancer dans un truc. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire carrément? Comment avoir de la clarté sur... C'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez certains, c'est mais est-ce que je dois apprendre quelque chose qui est de tendance? Est-ce que je dois faire de la crypto, de l'IA, parce que voilà, tout le monde en parle et c'est le futur. En vrai, moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens, enfin maintenant, pour être là-dedans, aujourd'hui, faites ce que vous aimez. Hein. Ensuite, le reste, c'est que des techniques de vente, de marketing, etc. En vrai, si c'est cette question-là, je suis pas trop d'accord de faire ce que... C'est quoi que t'as dit? Fais ce qui te fait kiffer dans la vie. Ouais, en fait. pareil. Ah ouais? Je suis pas d'accord. C'est là où tu vas être à fond dedans sans avoir l'impression de travailler. Au début, on sait que c'est hyper important. Moi, j'aurais dit ça dépend de ton objectif. Ça dépend de ta vision en fait, de ce que tu veux faire de ta vie. Parce que regarde, une personne qui est où son train de vie, sa situation actuelle, elle lui convient bien. Mais juste, elle a envie de plus. Je vais pas lui dire d'aller créer une entreprise, tout quitter, plaquer pour espérer gagner, tu vois. Parce que le pourquoi déjà il sera pas motivant, il sera pas vraiment réel et assez puissant pour qu'elle réussisse. Donc je l'aurais tendance à lui dire investis en fait, juste pour améliorer ton confort de vie, tu vois. Ouais. Avec la crypto, la bourse, peu importe, on s'en fout. Améliorer son confort de vie. Mais si c'est le contraire, évidemment, la personne elle en a marre de sa situation et que elle veut un changement radical,
l'entrepreneuriat s'offre à elle, hein. Clairement. T'aurais dit ça Après, dans ce cas-là, oui, où elle fait déjà ce qu'elle aime, si elle veut plus, ouais, bah, peut-être faire des choses annexes, on appelle ça, ouais. C'est-à-dire investissement, des choses en plus. Moi, je pense qu'au lieu de chercher les bonnes informations, les bonnes réponses, il faut chercher les bonnes questions à se poser parce que c'est de là qu'on va pouvoir avoir plus de clarté sur ce qui est le plus important pour nous et sur ce qu'on doit réellement faire. Et sur le fais ce que tu aimes, je pense que... Alors, ça doit dépendre peut-être dans différents domaines de vie, attention, hein, mais par exemple, dans l'entrepreneuriat, je pense que au début, tu dois pas forcément faire quelque chose que t'aimes. Sinon, en fait, tu avances dans l'illusion que tout ce que tu dois faire doit te plaire. La prospection, c'est pas marrant. Vendre au début, c'est pas facile. Enfin, ça demande de sortir de sa zone de confort. Suivre des clients, répondre à des clients, délivrer. Enfin, il y a plein de choses en fait qui font que tu vas pas faire forcément ce que tu aimes, mais qui sont hyper importantes pour te permettre d'avancer. Et vraiment, du coup, être OK avec ce processus-là. Et ensuite, une fois que les personnes se sont sécurisées, par exemple, avec des choses qu'elles maîtrisent plutôt que des choses qu'elles aiment forcément à 200%, là, elles auront tout le luxe derrière de pouvoir se réaligner à un business qui fait plus de sens pour eux ou autre, si c'est pas le cas initialement. Mais je pense que ça doit être un luxe dans le sens où, en général, quand on démarre l'entrepreneuriat, c'est pas pour faire quelque chose qu'on aime, c'est pour fuir quelque chose qu'on ne veut plus. Et donc, à partir de ce constat-là, l'idée, c'est de pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour plus retourner là déjà d'abord. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment adorer ce qu'on fait. Ça, c'est une phrase très bien dite. Ça, ouais, j'avoue, c'est un truc qui résume tout, en fait. Ouais. Voilà. J'avoue que le podcast, il sert à rien. On va le mettre, écoutez la fin. Écoutez juste la fin. Enfin, après, pour le watch time, aller jusqu'à la fin. Mais... Oui, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on vous dit un truc. Je vous dis un truc. Ouais, il va le mettre dans l'intro, j'espère. Ouais, mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Ok, j'aurais pas mieux dit, hein. Vraiment. T'as très bien résumé la chose. Il y a une autre question, vous pensez qu'il se poserait Franchement, je sais pas parce que en vrai, je pense beaucoup autour de l'investissement. Ouais. Chez nous, ouais. C'est vrai qu'on s'est jamais renseigné sur ce que les gens. Toi, tu le sais, toi, par exemple Moi, franchement, j'aurais dit un truc. Après, je te laisse parler. Je pense que la question principale, et j'ai remarqué ça beaucoup dans les coachings de groupe qu'on fait, c'est la plupart des personnes qui viennent de nous rejoindre demandent est-ce que c'est encore possible vraiment, véritablement, genre de gagner de l'argent avec les marchés financiers, tu vois. Genre vraiment de transformer un petit capital, genre 5-10 000 euros en des millions, tu vois. Et je pense que c'est une question que certaines personnes doivent se poser. Et c'est oui, mais avec beaucoup de résilience et de patience. C'est encore possible de le faire, mais vraiment, en fait, ça se fait pas en 5 ans, ça se fait pas en 2 ans. Et du coup, il faut savoir l'accepter. Il faut accepter le processus, c'est tout. Voilà, juste accepter le processus, que ça va mettre du temps. Mais c'est encore possible. Ouais. Tout dépend des investissements après qu'on peut avoir. Hein. Ça peut aussi aller vite, mais généralement, il faut prendre la moyenne. Tu peux être associé à ça. Ouais. Carrément. Et toi, ton côté, ouais. Même dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si c'est encore possible, si même c'est possible tout court, de pouvoir gagner vraiment de l'argent en ligne. Et même si ils nous voient sur les réseaux sociaux, ça reste quand même quelque chose de bizarre encore. Enfin, c'est de plus en plus démocratisé, mais ça peut faire bizarre encore. Et donc, je pense que, par exemple, j'ai une amie qui voulait se lancer en community manager. Mais elle m'a dit, mais Laura, il y a tout le monde qui fait ça, il y en a vraiment plein, etc. Sauf que, croyez-moi, j'en ai testé des community managers, je prends cet exemple-là. C'est pareil pour les closers. Closer, community manager, faut en tester avant de trouver les bons. Monteur aussi, ouais. Setter, tout ce que tu veux maintenant. Donc ça veut dire que c'est pas parce que ton marché, il y a beaucoup d'offreurs sur ton marché que tu peux pas te faire une place. Parce que déjà, tu peux te différencier par ton message, par ton mécanisme, mais en plus de ça, tu peux te différencier aussi par tes compétences. Et après, il n'y a pas tout le monde non plus qui arrive à comprendre comment prospecter et comment vendre. Donc si en fait tu regardes tout ça, t'enlèves déjà pas mal de personnes. Et oui, du coup, tu peux te faire une place sur le marché que tu veux. C'est juste que potentiellement, soit l'angle sera différent, soit ça te demandera plus de compétences, ou alors de faire les choses autrement.
Voilà. Après, moi, tu vois, voilà, ça, je suis assez d'accord avec toi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux où on peut se construire en vrai hein, un personal branding où en fait, faut se dire que ton identité, enfin, ta personnalité que tu as, elle va être différente de toutes les autres personnes, même si ton marché il est hyper blindé. Derrière, en fait, il y a forcément des gens qui vont connecter à toi et donc forcément que tu vas réussir à te démarquer et à réussir en fait, à côté de ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. On a la chance d'avoir. Après, c'est pareil aussi. Enfin, genre, quand on entreprend, on n'a pas besoin de toucher un panel de monde extrêmement. Ouais, en extrêmement vrai. large. 100%. Déjà qu'on est 65 millions en France, 67 ou je sais pas trop combien. Et juste, t'as besoin de 0,5%, tu vois, même pas. Ouais, T'as besoin juste de 1000 ou voire 10 000 personnes pour. Ouais, nous, on a générer juste accompagné 1000 personnes. Ouais. C'est quasiment rien. Hein. Ouais, et pourtant, avec c'est ça, pas on a grand-chose, réussi à faire. Ouais, c'est ça. Dernière petite question, qu'est-ce que tu aimerais dire, enfin un message important aux personnes là, qui peuvent nous écouter ça serait qu'on fait Euh, beaucoup sur la fin. un message simple, je pense, c'est justement de pouvoir essayer d'identifier quelles sont les informations importantes et quelles sont les informations pas importantes. Même dans la vie en général, peu importe ce qui nous arrive, ok, est-ce que, voilà, ça c'est en tête, ça c'est dans ma tête actuellement, est-ce que c'est important ou est-ce que je lâche prise pour me concentrer sur ça qui est plus important pour moi? Donc arriver à identifier quelles sont les informations, de quelle façon je traite les informations et quelles sont les informations les plus importantes que je dois garder en tête pour me permettre d'avancer dans la direction qui m'intéresse. Okay. Bon, on arrive sur la fin de ce fameux podcast. Donc, merci à toi, Laura, de nous avoir accompagnés durant quasiment 2 heures, je crois. Donc, tu nous as échangé beaucoup de valeurs. Voilà. Je pense que les gens vont être assez contents. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, en commentaire, le dernier gros risque que vous avez pris de votre côté. Ça sera intéressant de pouvoir en parler. Et surtout, ce qu'on va faire, on a pu décider ça là juste avant le podcast, c'est qu'on va sélectionner une personne parmi vous tous, parmi tous les commentaires, pour pouvoir vous offrir 100 € qui va vous permettre de pouvoir les investir prochainement dans des cryptos ou peut-être des actions, je ne sais pas, mais du moins sur les marchés financiers. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez vos commentaires, on veut avoir les derniers gros risques que vous avez pris. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.